des choses étranges existent dans ce monde, un ORC massif frappe de sa massue le bouclier d'un chevalier. Leur apparence est bizarre. Semant la peur chez ceux qui peuvent les voir, alors que l'ORC est occupé à combattre le chevalier nommé Ron. Un autre guerrier utilise un arc et des flèches contre le monstre. Deux autres guerriers apparaissent et utilisent maintenant la magie contre la créature. Les humains les appellent des monstres. Le guerrier les félicite pour leur bon travail et vérifie s'ils ont des blessures, les deux autres confirment qu'ils n'ont aucune blessure suite au combat. Et sont en sécurité, la fille nommée Mickey est ravie quand elle découvre qu'elle a gagné un niveau, le guerrier regarde alors Ron. Et remercie l'avant-garde d'avoir encore bien réussi à maîtriser un monstre, cependant, ils sont horrifiés en voyant l'homme saisir le doigt du géant. Et dégaine sa lame, il commence alors à retirer lentement les poils des membres de l'ORC. Ensuite, il draine le sang et le fait mijoter lentement avec des épices pour enlever l'odeur, puis coupe la viande finie en morceaux de la taille d'une bouchée. Et la fait sauter avec des nouilles. Son groupe le regarde tandis qu'il fait sauter le repas et le cuisine à la perfection, ils n'arrivent jamais à s'habituer à le voir cuisiner des monstres. Une autre chose est qu'ils ont de la nourriture décente, alors ils ne comprennent pas pourquoi il insiste pour manger des monstres répugnants. Une des membres de son groupe, Eka, prend une bouchée de son propre sandwich. Et déclare que le monde est vaste et qu'il existe d'autres sortes de gens. Ron fait de son mieux pour que ce soit bon, le chevalier ajoute enfin une petite garniture. Avec une petite touche d'amour, il finit de cuisiner les pâtes à la crème d'ORC, mais ses coéquipiers ont des airs de dégoût sur leur visage. Il ouvre la bouche et dévore les pâtes, l'un d'eux demande si c'est vraiment bon. Et il confirme, en proposant une bouchée à Mickey. Il soupire après avoir pris une autre bouchée, vraiment satisfait de son repas. Ils continuent de le juger parce qu'ils ne savent pas à quel point les monstres sont délicieux. Le goût délectable des pâtes à la crème d'ORC explose dans sa bouche et il savoure chaque jus de la viande des membres de l'ORC. La texture du collagène savoureux est si douce qu'elle fond dans sa bouche. Pendant ce temps, ses trois coéquipiers trouvent toujours étrange qu'il ait un air si béat sur le visage chaque fois qu'il mange des orques. Ils parlent ensuite du héros qui a disparu il y a quelque temps. Et selon les rumeurs, ils auraient déjà retrouvé le cadavre. La jeune fille est choquée par la nouvelle, d'autant plus qu'elle apprend que cela s'est passé dans la forêt de Tierson du Sud, elle trouve ça étrange. Car elle est passée près de là en rentrant l'autre jour, le héros a dû rencontrer un monstre puissant. Pour être vaincu, pensant que son calibre n'était pas à la hauteur, il tourne alors leur attention vers Ron. Et lui demande pourquoi il a commencé à manger des monstres à l'origine, le chevalier arrête de manger et commence à se souvenir du passé. Il y a 3 mois, dans un petit village du sud, les passagers étaient confrontés à un dilemme lorsque les calèches se sont soudainement arrêtées. Ils n'étaient pas préparés. Alors que tout partait normalement hier encore, le patron leur a dit qu'on avait signalé la présence d'un sanglier rouge qui saccageait la route. Il les a alors exhortés à jeter un œil à la diligence qui avait insisté pour partir hier. C'était une épave et c'était une vraie chance qu'il n'ait pas été tué. Il ne risquerait donc pas de faire voyager la diligence sur la route pour l'instant, et les passagers ont tous soupiré d'impuissance de ne pas pouvoir voyager à cause de l'apparition soudaine du sanglier rouge. Ils ont exprimé leur désarroi de ne pas pouvoir voir leurs proches à cause du retard, et l'un des responsables s'inquiétait qu'ils arrêtent le transport de personnes pour la route commerciale. Il ne restait plus que 3 jours avant la date limite de livraison pour le noble. Le patron se prit la tête, agacé par le retard possible de la livraison du noble, quand ils entendirent un cocher refuser un autre voyageur qui avait besoin de se rendre en ville. Voyant qu'il semblait fort, le responsable s'est approché de lui et lui a dit qu'ils étaient en partance pour la ville. Et qu'ils attendaient juste d'avoir le plus de compagnons de voyage possible avant leur départ de midi, ils devraient donc patienter un peu. Ron choisit d'attendre patiemment à l'intérieur de la diligence, l'homme se présenta comme étant Maham. Un colporteur, et Ron se présenta également, Maham retourna ensuite voir son patron. Et rapporta que ce type avait quelque chose d'étrange, pensant qu'il était peut-être un déserteur, mais le patron s'en fichait tant qu'il avait l'air de pouvoir combattre des monstres. Il n'avait ni le temps ni les ressources pour rassembler des mercenaires, donc quelqu'un comme lui serait parfait pour piéger et combattre le sanglier rouge. Pendant ce temps, Ron s'endormit en attendant dans la diligence. Dans son rêve, le héros mourait d'une mort atroce, un homme vit le cadavre et recula sous le choc. Alors qu'il regardait derrière lui, il vit des insectes géants prêts à le dévorer et la peur commença à l'envahir. Tandis qu'il s'accrochait désespérément à la vie, il se disait qu'il allait s'en sortir vivant et retourner à Adarama. C'est alors que Ron sentit quelqu'un le tirer de son profond sommeil. C'était Maham, qui lui annonça que la diligence était déjà en route.
Et il demandait à tout le monde où il se rendait. L'un des voyageurs dit qu'il allait à Helm, tandis que les autres allaient à Adarama, comme Ron. Quand on lui demanda où il allait précisément, il répondit qu'il allait dans une pépinière voir sa famille. Cela faisait un bon moment qu'il n'était pas rentré. Il était donc pressé de rentrer. Un voyageur fit la remarque qu'il avait l'air fort et lui demanda son niveau. Comme Ron semblait confus, il expliqua que c'était un nombre qui permettait de voir et de mesurer sa propre force à travers ce qu'ils appelaient la fenêtre de l'esprit. L'homme se vanta alors d'être au niveau 23 et raconta les efforts qu'il avait fournis pour atteindre ce niveau. Pendant que Ron vérifiait son propre système, cependant, avant même qu'il puisse vérifier son niveau, la diligence s'arrêta brusquement. Et ils commencèrent à vaciller. Ils annoncèrent tous que c'était le sanglier rouge qui fonçait dans leur direction. Les voyageurs essayèrent de l'attirer loin de la diligence mais réalisèrent qu'il était trop tard car il était déjà devant eux. Ron garda son sang-froid et ne scia même pas à la vue du monstre. Il évalua le monstre et apprit qu'il était déjà au niveau 65. Comme c'était peut-être le bon adversaire pour un test, il dégaina son épée et fonça en direction du sanglier. Le voyageur de tout alors l'avertit que ce serait dangereux et de ne pas attaquer seul, à moins qu'il ne cherche à mourir. Cependant, Ron n'écouta pas et affronta le monstre de front. D'un geste vif, son épée s'abattit sur le sanglier rouge, et le monstre fut tranché en deux à la surprise générale. Ron est surpris d'avoir pu vaincre le sanglier rouge. Malgré leur écart de niveau, il ne pensait pas pouvoir infliger autant de dégâts à un monstre aussi massif. Le voyageur lui tape dans le dos le félicitant d'avoir tranché un sanglier rouge net en deux d'un seul coup. Il remarque que Ron a l'air si jeune d'après sa voix. Mais il s'avère qu'il n'aurait pas dû le sous-estimer depuis le début. Il demande alors si le chevalier est un elfe, une bête ou un humain. Alors qu'il s'apprête à répondre, son estomac gargouille de faim. L'homme l'invite alors à dîner plus tard dans la soirée pendant que les voyageurs sont occupés à préparer le dîner. Il parle de Ron et du fait qu'il cache toujours son visage. Ils analysent son équipement et remarquent qu'il a l'air bon marché, alors ils soupçonnent que sa vieille épée pourrait en fait être un trésor légendaire. Curieux, ils essaient de l'interroger sur son épée. Mais il est soudainement introuvable. C'est alors qu'ils sont choqués quand il revient traînant le sanglier rouge mort sur son dos. Mickey n'en croit pas ses yeux. Alors qu'elle le regarde traîner la carcasse jusqu'au coin repas, il le réprimande pour leur avoir presque coupé l'appétit. Mickey prend à peine une cuillerée de sa nourriture. Savourant chaque saveur, Ron prend une bouchée de sa propre nourriture mais la trouve étrangement horrible. Elle explique que leur nourriture peut déjà être considérée comme décente pour leur situation. Réalisant qu'il veut toujours manger le monstre mort, elle lui dit que c'est horrible et possiblement venimeux et qu'ils doivent juste récupérer les matériaux nécessaires et le brûler autant que possible. Elle insiste sur le fait que mourir de faim vaut mieux que de manger des monstres aussi hideux. Elle l'encourage ensuite à manger car ils ont encore un long voyage jusqu'à Atarama. Les autres voyageurs attirent son attention, disant que la carcasse ne prend pas feu. Elle s'approche d'eux et inspecte le corps. Ron se demande pourquoi il demande de l'aide à une archère comme elle pour brûler la carcasse. C'est alors qu'elle place sa main sur le corps et y met le feu. Les voyageurs sont impressionnés par sa magie et souhaiteraient pouvoir la prendre. Pour que les choses soient plus faciles pour eux, Ron demande alors si elle vient de la tour de la magie et elle secoue la tête, disant qu'on n'a pas nécessairement besoin de devenir un mage pour utiliser de la magie simple. Cependant pour Ron, apprendre la magie de base prend au moins 3 ans. Il suppose donc qu'elle doit déjà être douée. Elle précise que la magie de base est la norme pour les aventuriers, et qu'il a l'air de venir d'une autre époque. Elle dit qu'il semble si déconnecté que c'est presque comme s'il avait vécu dans une région isolée pendant longtemps. Elle pointe alors les lumières de la ville, ce qui choque Ron car la ville utilise désormais des pierres magiques au lieu de lampes. Elle lui demande pourquoi il n'en a jamais vu auparavant, mais conclut que c'est parce qu'il vient de la campagne. Elle explique en outre que même les jouets pour enfants fonctionnent maintenant à la magie, donc ce n'est rien de spécial. Ron réalise que les temps ont vraiment changé car quand il était petit il n'avait pas de choses comme ça. Plus tard il surprend les voyageurs en train de parler de viande, et à quel point ils aimeraient s'en régaler et l'accompagner d'une bière fraîche. Le lendemain matin à l'est d'Atarama, les voyageurs remercient Ron d'avoir vaincu le sanglier rouge, ce qui leur a permis d'arriver plus tôt que prévu. Ils disent qu'ils n'auraient pas su quoi faire s'ils avaient été retardés, alors ils le remercient abondamment. Ron les remercie également. Mais il est à court d'énergie après n'avoir pas mangé pendant des jours. Il a essayé de manger un peu de nourriture pour survivre à sa faim mais a vomi tout ce qu'il a forcé dans sa bouche, finissant par ne boire que de l'eau. Les gens qui voyageaient avec lui pensaient au début que c'était juste un mangeur difficile mais maintenant ils soupçonnent qu'il a une sorte de maladie. Cela explique aussi pourquoi il n'enlevait jamais son casque et ils espèrent juste ne pas contracter la même maladie. Le responsable de la calèche lui donne quelque chose en signe de gratitude. Il essaie de refuser mais l'homme insiste.
Il accepte donc un sac de pommes de terre, cependant il le laisse tomber et le jette car il ne peut pas digérer la nourriture normale. Il se concentre alors sur l'exploration de son ancienne ville natale. Beaucoup de choses ont changé, la rendant presque méconnaissable. Soudain il voit une boulangerie familière. Toujours aussi animée, cela le réconforte. Car le pâté de maison suivant devrait être sa maison, l'orphelinat de Ria cependant. À sa grande confusion, à la place d'un orphelinat se trouve maintenant un magasin de jouets qu'il n'a jamais vu auparavant. Le propriétaire du magasin lui demande s'il cherche quelque chose. Ron explique que l'orphelinat de Ria devrait se trouver à cet endroit. Et demande où ils ont déménagé, mais l'homme répond qu'il n'a jamais entendu parler d'un tel lieu. Et qu'il est déjà le deuxième propriétaire de la boutique. Ron insiste sur le fait que c'était l'emplacement original de l'orphelinat. Juste à ce moment, un vieil homme l'interpelle. Et lui dit qu'il ne l'a pas vu lui-même. Mais qu'il a entendu parler de cet endroit il y a longtemps. Il a entendu dire qu'il a été incendié il y a de nombreuses années lors d'une attaque de dragon. Un homme sombre lentement dans les abysses, se noyant. Il avait eu une vie banale, où tout semblait terne et sans couleur, sans vrai rêve ni souvenir précieux. Et tandis qu'il continuait à s'enfoncer plus profondément dans la mer, le seul souvenir précieux qui lui restait était la chaleur d'une table familiale entourée des siens qui étaient partis avant lui. À son réveil, il vit un plafond et un environnement inconnu. Il posa alors les yeux sur deux garçons, ravis de voir qu'il était enfin réveillé. L'un d'eux s'écria. Et cria que le bébé était réveillé. Il était confus car son dernier souvenir était l'accident. Et maintenant des enfants l'entouraient. Juste à ce moment, une autre voix se fit entendre rappelant doucement aux enfants de ne pas crier près du bébé. Il sentit ensuite qu'on le soulevait. Et se retrouva face à une nonne au sourire bienveillant. Elle lui souhaita la bienvenue à l'orphelinat Saint-Rius, disant qu'à partir de maintenant il faisait partie de leur famille. Ce fut son premier souvenir du nouveau monde. Et il portait la chaleur de la famille qu'il ne pensait jamais plus ressentir des années plus tard. Il était devenu un homme qui aidait à diriger l'orphelinat. Rentrant d'une dure journée de labeur, il laissa tomber les pièces d'or qu'il venait de gagner. Toussant et visiblement frêle, la nonne s'inquiéta de le voir toujours travailler. Il répondit qu'il voulait simplement que les enfants mangent quelque chose de savoureux. Cependant la nonne voulait qu'il se repose un peu car il semblait vraiment trop se surmener ces derniers temps. Il l'assura qu'il allait bien. Et lui promit que son travail cette fois était facile. Il était chargé d'éliminer une horde de gobelins au sud. Le voyant si déterminé, la nonne le laissa partir. Mais elle lui fit promettre de rentrer avant qu'il ne soit trop tard car elle lui préparait sa tarte au baies préférée. Il lui a souri et a promis qu'il rentrerait pour dîner plus tard. Ron regarde une tombe. Une nonne explique que la plupart des bâtiments ont été reconstruits après l'attaque du dragon. Mais malheureusement, il n'y a eu aucun survivant de la crèche et le temple a maintenant repris son rôle. Elle semble perplexe face à sa présence, car personne n'a visité la tombe depuis si longtemps. Et lui demande quel est son lien avec les défunts. Cependant, Ron ne parvient pas à lui répondre et s'effondre au sol, accablé de chagrin. Il atteint la tombe et se souvient de la promesse qu'il a faite à la nonne. S'il avait seulement été là, est-ce que ça aurait changé quelque chose? S'il avait tenu sa promesse de rentrer tôt, aurait-il pu les sauver? La pluie se met soudain à tomber, reflétant la tempête dans son cœur. Il est maintenant changé à jamais. Et il ne connaîtrait jamais la réponse à ces défis. Pendant ce temps, les nonnes du temple commencent à s'inquiéter pour lui. Cela fait des jours qu'il a quitté le temple et elles craignent qu'il ne tombe malade s'il continue de pleurer sa peine sous ce mauvais temps. Puisqu'il n'a rien mangé. Elles lui ont laissé de la nourriture. Il saisit le pain et en prend une bouchée, mais le trouve vraiment dégoûtant. Perdant l'appétit, il jette le pain. En réalisant qu'il ne peut rien manger car tout a un goût affreux, il se souvient que tout le monde, lui, mange sans problème. Tandis qu'il peine à sentir le goût et à digérer tout ce qu'il mange, il commence à penser que quelque chose ne va pas chez lui. Comme il ne peut même pas satisfaire sa faim, seul et désespéré, il commence à sombrer dans la dépression. Il a de nouveau perdu sa famille et mène maintenant une vie misérable. Alors que tout semble sombre, il sent un délicieux arôme de nourriture et se met à saliver à la simple idée d'avoir de la viande dans la bouche. Affamé, il suit l'odeur. Et trouve deux gardes en train de brûler la chair d'un monstre pour la dissimuler. Ils craignent de recevoir une amende. Si quelqu'un les surprend à brûler des cadavres de monstres à l'intérieur des murs du château, l'un d'eux rassure l'autre qu'ils ne se feront pas prendre car, étonnamment, l'arôme du cadavre de monstre brûlé sent comme de la vraie viande. Ils auraient de vrais ennuis. Par contre, si quelqu'un trouvait la viande et la mangeait en pensant qu'elle était vraie, un des gardes affirme que la viande de monstre n'est pas du tout toxique. Donc il ne risquerait rien et ce serait une vraie corvée de jeter la chair du monstre. À l'extérieur du château,
alors ils doivent la brûler maintenant. Pendant ce temps, Ron trouve la viande de monstre incroyablement appétissante. Pour satisfaire sa faim, il dérobe un morceau de viande. Un des gardes se demande pourquoi la quantité de viande de monstre semble avoir diminué. Ignorant que Ron l'a volée. De retour près de la tombe, Ron prend une bouchée de la viande de monstre. Et la trouve immédiatement succulente. La saveur dépasse tout ce qu'il a jamais goûté. Et cela le rend fou. Il enchaîne les bouchées et le goût est incomparable au repas que les gens l'ont forcé à manger pendant son voyage. Cette viande satisfait enfin sa faim. C'est alors qu'il se mord accidentellement la main. Tant il est absorbé à dévorer la viande sans s'arrêter. Sa main est blessée, ce qui le fait sangloter de manière incontrôlable. Ses émotions refoulées finissent par le rattraper. Et il s'excuse auprès de sa famille entre deux sanglots. Il se sent seul sans eux mais veut vivre comme un être humain normal. Il veut manger plus de plats délicieux et vivre heureux sans ressentir de culpabilité. Il sent le plus léger des contacts sur sa main. Lorsqu'il lève les yeux, il voit une feuille tomber sur sa main, là où il a senti le contact. Il lève alors les yeux vers la tombe. Comme s'il comprenait que sa famille lui donnait un signe qu'il est temps pour lui de laisser le passé derrière lui. Et vivre sa vie. Il prend alors congé et promet que cette fois, il rentrera tôt et ne sera pas en retard. Une tour se dresse au milieu de la ville d'Adorama. Les aventuriers l'appellent Hexagramme. La guilde aide tous les aventuriers à réaliser leurs rêves. Et c'est une institution universellement reconnue. Abritant de nombreux aventuriers talentueux. Ils peuvent prendre en charge toutes les quêtes, de l'exploration de donjons aux missions de subjugation. Et ils peuvent gérer et encadrer systématiquement les aventuriers enregistrés. Cependant, comme c'est maintenant un établissement réputé, n'importe qui ne peut plus s'inscrire. Les aventuriers donnent le meilleur d'eux-mêmes. Pour faire partie de la guilde, ils frappent un robot pour mesurer leur force. Certains réussissent et d'autres échouent, mais un homme en souhaite à capuche assène alors un autre coup au robot. Et établit, à la surprise générale, le nouveau record de la journée. L'homme s'avère être un elfe nommé Dahlia, et les gens sont impressionnés par sa force. Suite à cela, un autre aventurier s'approche et le félicite. L'homme lui propose même de faire équipe, affirmant qu'il était plutôt célèbre à l'époque. Et qu'il pourrait facilement atteindre un rang élevé. S'il faisait équipe. Dahlia s'emporte et dit à l'homme de ne pas le toucher avec autant de désinvolture. Au même moment, Ron passe par là et s'excuse. Pensant que c'est lui qui l'a offensé. L'examinateur lui demande pourquoi il n'a pas passé le test. Il est frustré et le réprimande pour prendre le test autant à la légère. Ron s'excuse en disant qu'il ne le prend pas à la légère et demande à passer le test. Voyant un confrère aventurier en difficulté, l'elfe lui tape légèrement dans le dos, lui conseillant que s'il est tendu, il ne pourra pas donner le meilleur de lui-même. Ron le remercie pour ses paroles bienveillantes et l'elfe sourit. En disant que les camarades doivent s'entraider. L'elfe s'approche ensuite de la réceptionniste, Daisy. Elle le félicite pour sa première place au test de la guilde et lui remet son certificat d'aventurier officiel d'Hexagramme. Il prend le certificat. Et n'arrive pas à croire qu'il n'obtient qu'un rang D après avoir fini premier à l'examen. Elle explique que, conformément au règlement, les rangs supérieurs au rang D exigent un historique de quêtes accomplies et l'assure qu'avec ses compétences, il montera en rang en un rien de temps. Suite à cela, il décide de commencer sans tarder et demande une quête qu'il peut accepter immédiatement. Daisy trouve 2 quêtes de rang D parfaites pour lui. La première est une quête de subjugation régulière au manoir des gargouilles. Et l'autre est la collecte de globes oculaires de gremlins, qui apparaissent aussi au manoir des gargouilles. Il décide de prendre les 2 quêtes. Cependant, Daisy réalise trop tard que les 2 quêtes n'acceptent que les groupes. Voyant sa confusion, elle explique que le manoir des gargouilles est un donjon qui n'a pas été nettoyé par des aventuriers depuis longtemps, et que la population de monstres à l'intérieur a donc considérablement augmenté. Cela pourrait provoquer un déchaînement de donjons et les aventuriers de rang D doivent former des groupes avant d'entrer. Il regarde autour de lui et trouve impossible de former un groupe avec des aventuriers qui ont l'air de rater. Il est sur le point de demander à nouveau de partir seul pour la quête. Mais de nulle part le côté de la guilde où il se trouve explose soudainement et quand la poussière retombe. Il voit le robot d'entraînement cassé et en morceaux. Dahlia se demande ce qui s'est passé. Pensant qu'il doit être impossible à soulever. Puisqu'il pèse aussi lourd qu'un rocher, Ron est aussi surpris que par la démonstration de sa force immense.
Il ne s'attendait pas à pouvoir déployer une telle force en un seul coup. Il s'excuse auprès de la réceptionniste, qui lui pardonne puisque c'était une erreur involontaire de sa part et heureusement personne n'a été blessé. Tant qu'il paie pour les dégâts, il n'y aura pas de problème. Ils devront reconstruire le mur et les meubles cassés et en plus réparer le golem. Il devra également assumer la responsabilité de l'interruption des activités de la guilde. Avec ça, il doit payer 2 pièces d'or et 30 pièces d'argent pour régler les ennuis qu'il a causés avec son test de force. Cependant, il n'a rien pour le moment à part des miettes de désespoir. Et donc il doit travailler pour rembourser la somme qu'il doit. Visiblement agacé, Daisy fait de son mieux pour sourire. Et lui dit qu'il peut payer quand il sera prêt mais qu'il doit le faire le plus tôt possible. Sinon la guilde devra le poursuivre en justice. Il y a des quêtes qu'il peut accepter mais cela l'obligera à rejoindre un groupe. En entendant cela, Dahlia saisit l'occasion et lui propose de faire équipe avec lui puisqu'il cherche quelqu'un avec qui former un groupe. Pour accomplir les quêtes, il souligne que dans des moments comme ceux-ci, ils doivent s'entraider. Puisqu'ils sont compatriotes après tout. Ron doute de ses intentions pensant qu'il pourrait avoir des arrière-pensées. Il utilise alors sa compétence d'évaluation sur lui et découvre qu'il est de niveau 36 et un archer qui est aussi un utilisateur d'esprit. Connaissant ses capacités, il se demande silencieusement pourquoi l'elfe veut faire équipe avec lui. Il ne comprend pas pourquoi l'elfe est si amical avec lui. Daisy est ravie que les deux partent en quête ensemble. Car leurs classes sont très compatibles. Ils forment une combinaison idéale puisque Ron est un guerrier et Dahlia un archer. Pendant ce temps, Ron doute encore de leur partenariat et veut éviter les groupes si possible. Comme ils ne se sont pas présentés correctement, Dahlia lui tend la main et se présente. Souhaitant que leur première quête soit un succès, Ron saisit sa main et décide que cela pourrait être bénéfique pour le moment puisqu'ils sont tous les deux d'accord sur les termes. Et acceptent leur partenariat. Il est officiellement établi que l'elfe Dahlia et l'humain Ron accompliront les quêtes ensemble. Cependant, à sa grande surprise, Dahlia recule d'un pas et affiche un air dégoûté en apprenant qu'il est humain. Pendant leur quête dans le donjon des gargouilles, Dahlia ne peut cacher son mépris pour son partenaire. Il ne s'attendait pas à ce qu'il soit humain. Et pourtant il ne peut pas rompre leur partenariat car il a déjà été scellé. Il trouve l'espèce humaine vulgaire et inférieure à la sienne. Pendant ce temps, Ron contemple l'histoire des elfes. Ils vivent plus longtemps que les humains et ont l'air plus mystérieux et séduisants. Cependant, il fut un temps où ils furent réduits en esclavage par les humains. Et il n'est pas étonnant que certains d'entre eux ressentent encore de la rage en connaissant leur passé. Heureusement, la réceptionniste de la guilde n'a pas agi comme si elle était dégoûtée par les humains. Mais de toute évidence, Dahlia est différent, il le suit à l'intérieur du donjon. Et est stupéfait de voir à quel point c'est grand, ça ressemble à un manoir abandonné à l'intérieur et son ambiance est très différente de celle de l'extérieur. Il utilise alors sa compétence d'évaluation pour vérifier les informations et le niveau des monstres qu'il s'apprête à soumettre. Les gremlins pullulent autour du manoir. Ce sont généralement des bêtes de bas niveau. Mais lorsqu'ils grandissent, ils deviennent un problème plus important à résoudre car ils seront plus difficiles à vaincre. Dahlia le traite toujours avec mépris, disant qu'il devrait se tenir à l'écart pour ne pas interférer avec l'accomplissement de sa quête. Il devrait simplement s'en occuper séparément car il ne supporte pas de travailler avec un humain. D'accord avec lui, Ron commence à partir pour vaquer à ses occupations. L'elfe trouve cela offensant, puisqu'il l'a simplement ignoré et a poursuivi son chemin. Notant que les manières de base ne sont pas naturelles pour des humains à la vie courte comme lui, Ron mentionne qu'il a plus de 100 ans. Et cela trouble l'elfe. Cependant, il choisit de ne pas clarifier sa situation. Et accepte la suggestion initiale de Dahlia de ne pas se mettre en travers du chemin l'un de l'autre. Il se dirige alors vers l'endroit où les gremlins pullulent. Surpris par son action, l'elfe le traite d'imprudent pour s'être lancé dans la quête sans aucune préparation. Il déclare que leurs adversaires ne sont qu'au niveau 18. Et qu'avec leur niveau ils n'ont pas besoin de beaucoup de préparation. Dahlia est choquée que Ron puisse réellement voir les statistiques et se demande si l'homme a aussi regardé les siennes. Il réalise alors que si son partenaire peut facilement voir les statistiques, alors cela signifie qu'il pourrait être plus fort que lui. Cette idée le rend fou. Et le rend encore plus furieux contre l'homme, l'accusant d'avoir regardé ces informations sans sa permission. Il continue de réprimander Ron, le traitant d'impoli et de dégoûtant pour avoir volé ces informations et porté atteinte à sa vie privée. Cependant, il ne remarque pas qu'un gremlin les a déjà traqués alors qu'il est sur le point d'attaquer. Ron dégaine rapidement son épée et tranche le monstre en deux devant un Dahlia très choqué. Il lui dit qu'il devrait baisser d'un ton à l'intérieur d'un donjon afin qu'il ne se fasse pas remarquer facilement. Il avoue aussi qu'il a vérifié les statistiques de l'elfe plus tôt lorsqu'ils se sont salués à la guilde, n'ayant pas d'autre choix.
Il suggère que s'ils veulent faire les choses séparément au plus vite, ils doivent terminer le travail rapidement pour pouvoir ensuite suivre leur propre chemin. Et lui dit qu'il ne doit pas le retarder, frustré par son arrogance. L'elfe est d'accord. Disant qu'il ne doit pas non plus le retarder, ils conviennent alors d'exterminer séparément la gargouille et les gremlins. Plus tard, Ron tue avec succès 50 gremlins. Et est satisfait des globes oculaires qu'il a récoltés. Cependant, de l'autre côté du manoir attend la gargouille qui est la forme évoluée du gremlin et dont le corps entier est comme de la pierre durcie. Dahlia affronte 2 gargouilles en même temps. Il a manifestement du mal, mais Ron refuse de l'aider, pensant que l'elfe peut se débrouiller tout seul. Pour l'instant, il décide de manger quelque chose. Il réfléchit à la manière dont il va cuisiner les restes du gobelin. Comme ça ressemble un peu à une grenouille, il décide de le cuisiner comme une grenouille. Étonnamment, la viande du gobelin n'a pas assez de parties comestibles, alors il en prépare une petite quantité et la transforme en brochettes. Pour en tirer le meilleur parti, il décide de griller la viande et les entrailles. Finalement, il crée des brochettes de gobelin. Après avoir admiré son œuvre, il prend une bouchée de la brochette et la trouve vraiment délicieuse. S'il devait la comparer, la viande a plus le goût du canard que du poulet. C'est un peu épicé et ça a une saveur giboyeuse mais riche. Il pense que ce serait encore meilleur s'il mettait de la sauce dessus. Soudain, son système détecte qu'il a été empoisonné. Alors qu'il tombe au sol, paralysé, il ne peut plus bouger son corps et continue de se convulser par terre. Il réalise que l'arrière-goût amer était le poison. Mourant lentement, il cherche un moyen d'obtenir un antidote. Mais comme les gobelins n'utilisent pas de poison pour attaquer, il comprend qu'ils doivent neutraliser leur propre poison avec leur propre corps. Suivant cette analogie, il attrape le foie du gobelin et l'utilise comme antidote. Il en prend alors une bouchée en espérant que ça marchera. Heureusement, il réussit alors à neutraliser le poison. Il soupire, reconnaissant d'avoir survécu à cette épreuve. Il a compris que les gens ne mangent pas de monstres parce qu'ils sont venimeux et qu'il doit étudier davantage les antidotes pour combattre ce genre de problème s'il veut faire des monstres son repas. À ce moment-là, Dahlia le trouve et n'en croit pas ses yeux en voyant qu'il mange des monstres. Il sait depuis longtemps que les humains sont des barbares. Mais il n'aurait jamais imaginé que les humains puissent faire quelque chose d'aussi primitif. Ron répond qu'il ne devrait pas juger ceux qui mangent de la viande simplement parce que les elfes sont végétariens. Dahlia lui aboie dessus, disant que ce n'était pas juste une différence culturelle, mais un problème complet lié au fait qu'il est horrible. Et un être dégoûtant. Il veut juste retourner à l'Arbre-Monde et se rafraîchir les idées. Il demande alors s'il a terminé sa quête pour obtenir le globe oculaire du gobelin, le poussant à continuer pour qu'ils puissent se séparer. Cependant, Ron lui dit qu'ils ont accepté la requête à la condition de former un groupe de 2 personnes. S'ils se séparent et que quelque chose arrive, la guilde sera responsable de l'incident, et cela inclura aussi Daisy. Il suggère alors d'aider à la chasse aux gargouilles pour qu'ils puissent terminer la quête le plus vite possible. Dahlia refuse son aide, mais il est trop tard car Ron lève sa poêle et tape son épée dessus, créant un bruit fort qui attire les monstres environnants vers leur position. Il déclare qu'il était autrefois un porteur de bouclier, ce qui déroute l'elfe. Il peut utiliser la compétence la plus largement reconnue du bouclier, la provocation. Il peut attirer les monstres proches et protéger le groupe. Voyant une nuée de monstres arriver dans leur direction, l'elfe court immédiatement se mettre à l'abri tandis que Ron se dresse sur leur chemin, l'air déterminé. La compétence de provocation est normalement utilisée pour défendre ses coéquipiers. Elle fonctionne aussi bien pour attirer les monstres volants, mais il remarque que la compétence est plus puissante qu'auparavant. Alors que les monstres se rassemblent sur lui, il active sa compétence d'escrime et utilise les arts martiaux pour augmenter son agilité en combat rapproché. À distance, Dahlia regarde la nuée de monstres entourer son partenaire. Il prévoit de garder ses distances pour le moment et de le soutenir avec ses flèches. Mais à sa grande surprise, en un seul coup d'épée, Ron parvient à vaincre l'essaim de monstres. Il n'en croit pas ses yeux, car il a eu du mal à chasser 5 gargouilles tout seul dehors. Il court après Ron et lui demande s'il est vraiment d'accord pour annuler la requête de groupe. Le chevalier accepte et lui rappelle que c'est lui qui voulait que la requête se termine rapidement et répète qu'il n'a aidé que parce qu'il voulait que leur quête soit vite terminée. Juste à ce moment, la super ouïe de Dahlia s'active soudainement et il entend des voix au loin. Il court vers une falaise proche et voit une calèche transportant des esclaves elfes. Il voit l'un des elfes se faire punir pour sa lenteur, l'elfe supplie de ne pas être frappé à nouveau,
son corps étant déjà couvert de blessures. Fou de rage, Dahlia lui crie dessus, disant qu'il méprise les humains et qu'ils ont réduit sa race en esclavage. Il lui dit de dégainer son arme pour qu'il puisse les faire souffrir. Cependant, Ron refuse de prendre part à sa vengeance. Il explique que l'esclavage de l'elfe n'est peut-être pas du tout illégal, il pourrait rembourser une dette ou être un criminel. L'elfe répond qu'il les a clairement entendus parler de vendre les animaux au marché noir. Ron l'incite plutôt à le signaler aux gardes et commence à s'éloigner, ne voulant pas perdre son temps sur une affaire qui n'est pas une requête. Déçu, Dahlia décide de mener le sauvetage tout seul. Il pensait que ce type était différent, mais il est comme tous les autres. En s'éloignant, il sent une odeur qui lui est familière. Pendant ce temps, une mère et sa fille se serrent l'une contre l'autre dans une calèche, se préparant à d'autres châtiments, incapables de résister à l'envie d'aider les siens. L'elfe se force à le faire, car il s'est entraîné toute sa vie pour aider les siens. Et mettre fin à leur esclavage et à leur souffrance, il encoche une flèche, prêt à frapper la calèche. Mais à sa grande surprise, une énorme explosion secoue tout le monde. Y compris les marchands en contrebas, une épée a été lancée sur la calèche pour distraire tout le monde. Dahlia n'en revient pas et demande à Ron pourquoi il a aidé alors qu'il avait décidé de ne pas le faire plus tôt. Le chevalier lui dit qu'il ne se mêle pas des problèmes des adultes, mais que c'est une autre histoire si des enfants sont impliqués. Car ils sont innocents, les voyous regardent la calèche, confus, se demandant d'où l'épée a bien pu venir. Quand il lève les yeux, il voit les deux hommes qui attaquaient d'en haut glisser le long de la falaise. On leur demande pour qui ils se prennent et s'ils réalisent les conséquences de leurs actes. Dahlia est furieux contre ces humains dégoûtants. Il dit être bien conscient de la présence des elfes dans la calèche, cependant les hommes insistent sur le fait qu'ils sont des marchands agréés de Bestal, ce qui signifie que les esclaves sont tous légaux. Les yeux de l'elfe s'écarquillent de choc en entendant le nom de la maison de la marquise, il est d'abord dubitatif. Mais le blason de la maison était bien sur la charrette qu'il venait d'attaquer, l'un d'eux se moque alors de l'elfe, disant que ceux qui se terrent dans les forêts sont des idiots qui ne causent que des ennuis. L'insulte touche un point sensible comme prévu mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. Ron remarque quelque chose d'étrange, le blason affiché n'était pas le blason bestial. Du moins pas l'authentique, décrivant à quoi il est censé ressembler. Les esclavagistes tentent de toute urgence de faire taire le guerrier. Alors que les yeux du loup semblaient normaux, l'ancêtre bestial n'avait qu'un seul œil, ce qui est une caractéristique reflétée dans l'insigne familial. En d'autres termes, le blason qu'ils ont qui a les deux yeux est une fausse copie dessinée pris en flagrant délit de crime. Les hommes échangent des regards hésitants. Mais entendus entre eux selon la loi, la punition pour l'usurpation d'identité d'un noble est la mort. Acculés, les mercenaires des esclavagistes reçoivent l'ordre de tuer les aventuriers autrefois. Il était de bon ton pour les mercenaires d'éviter de se battre entre eux car les choses ont apparemment changé depuis. Ron retire sa main et libère sa puissance pour l'enfoncer dans le ventre de l'ennemi. Il manque de mourir d'un seul coup et est envoyé valser au loin. Tout le monde est sous le choc. Alors que le type grand et costaud s'écrase au sol rendu inconscient d'un unique coup, à ce moment-là quelque chose de tranchant passe en trombe à côté de l'un des esclavagistes. Lui lacérant la joue, il les maudit en tombant au sol tremblant de peur. Avec une flèche encochée pointée sur sa tête, on lui demande s'il veut toujours se battre. La nuit tombe assez vite et des mots de gratitude sont échangés à l'intérieur d'une taverne chaleureuse. Dahlia dit qu'il a juste fait ce que n'importe qui aurait fait, incapable d'ignorer le fait de voir son propre peuple asservi, revenant vers Ron après avoir réglé l'affaire. Il s'excuse d'avoir pris autant de temps. Les trafiquants illégaux ont été remis aux autorités. Et il semble qu'il y ait encore plus de victimes. Ils sont sur d'écoper d'une lourde peine puisqu'ils ont même usurpé l'identité de noble. Alors que l'humain était sur le point de se détourner, une voix douce l'appela. L'enfant elfe le regarda, lui demandant s'il est le tonton qui les a tous sauvés, rayonnante de respect. Elle dit qu'il est coulé, le remercie de les avoir aidés. Cela dit, elle lui fait au revoir de la main et part avec sa famille. Ron reste silencieux et ne répond pas, mais Dahlia dit alors quelque chose qu'il ne s'attendait pas à entendre, incapable de le regarder dans les yeux. Bien qu'il déteste l'admettre, l'humain l'a aidé à sauver les siens, ce qui mérite amplement des remerciements. Cependant, le guerrier lui demande sèchement de l'argent s'il est si reconnaissant. Alors la meilleure façon de le montrer est avec de l'argent. Son aide n'était pas vraiment destinée à gagner de l'argent, mais au final l'argent est plus fiable que les mots. Dahlia tremblait de frustration, regrettant même d'avoir ressenti de la gratitude au départ. Il lui jette une bourse de pièces et dit à son camarade temporaire de ficher le camp. Furieux contre l'humain cupide, il part en trombe en jurant de ne plus jamais leur faire confiance.
Ron se rend à la guilde le lendemain. Daisy confirme qu'il a apporté la quantité exacte d'objets demandés et le félicite joyeusement pour avoir terminé sa première requête. C'était difficile pour une première mission. Mais il a géré ça parfaitement et en un temps record, on lui remet le paiement pour son succès rapide. Mais il ne s'agit que de 2 maigres pièces dans sa paume, et sentant que c'est bien moins qu'avant, il dit que ça lui semble un peu juste d'après les règles de la guilde. Sa dette pour l'équipement cassé sera déduite de chaque récompense de mission. Étonnamment craintif face à la réceptionniste. Il promet de la rembourser aussi vite que possible. En d'autres termes, il doit simplement prendre une autre quête pour gagner plus d'argent. Il passe donc un peu de temps devant le tableau d'affichage de la guilde. Il examine les annonces de mission, son but ultime étant de renflouer ses finances, mais Ron veut essayer de manger quelque chose de différent cette fois. Une quête qu'il peut accepter se trouve dans le donjon de Stos. Mais il l'évite car on n'y trouve que des monstres de pierre. Une autre est une quête d'extermination classique dans une hutte d'orque, où il n'est jamais allé. En pensant à la viande d'orque et aux plats qu'il pourrait préparer, il se demande si c'est similaire à du porc. À ce moment précis, une voix familière l'interpelle. Mickey lui demande ce qu'un mercenaire fait ici et s'il est devenu un aventurier. Elle pensait qu'il était mort après leur séparation. Comme il n'a rien mangé pendant qu'ils étaient ensemble, emportés par leur retrouvaille, elle se retourne pour le présenter aux membres de son équipe. Un jeune homme nommé Olga est le chef du groupe, et il a déjà entendu parler de Ron. Y compris ses habitudes alimentaires difficiles et sa force démentielle, le chef est un archer, tout comme elle et Eka. Leurs mages complètent leur groupe de 3, 2 archers et un mage ne forment pas une composition d'équipe parfaite. Alors il leur demande qui est leur combattant de première ligne. Ils en engagent un d'habitude, mais ils ont eu des difficultés avec ça récemment. Ce qui les empêche d'entrer dans le donjon. Sur ce, Mickey lui tend la main et demande aux guerriers de rejoindre leur groupe pour aller à la hutte des orques. Ron est surpris par cette opportunité inattendue, un orque se déchaîne dans la forêt. Forçant Mickey à plonger pour éviter son énorme massue, heureusement, une flèche file droit vers son œil. Avant qu'il ne puisse attaquer de nouveau, il hurle de douleur suite au tir précis d'Olga. Le tir est suivi d'une explosion provenant du projectile. Grâce à un travail d'équipe incroyable, ils parviennent à abattre un autre ennemi. Ils étaient en parfaite synchronisation ce jour-là. Et avaient déjà vaincu 2 cibles. Les choses se passent bien depuis que Ron a rejoint leur groupe, cependant, il semble qu'ils aient crié victoire trop vite. Alors que le sol sous leurs pieds se met soudain à trembler, ils aperçoivent non loin de là une horde d'orques chargeant droit sur eux. Il semble que la horde ait été attirée par les cris de leurs semblables qui venaient d'être tués. Le groupe prend aussitôt ses jambes à son cou et s'enfuit. Mais Eka trébuche et tombe par terre, elle est sur le point d'être tuée par le coup impitoyable du monstre. Et tout ce qu'ils purent faire fut de regarder, horrifiés. À ce moment précis, l'orque devant elle fut tranché net en 2, les autres suivirent peu après. Tous décimés par le balayage de la lame implacable de Ron. Pendant qu'il s'occupait du mage, les autres membres contemplaient avec admiration la force du guerrier, le voyant se tenir au milieu des cadavres de monstres. Ils se demandaient à quel point il deviendrait fort par la suite. Plusieurs flèches transpercèrent et tuèrent un autre ORC, ils avaient utilisé leurs arcs suffisamment pour vaincre 10 cibles. Il était donc temps d'en finir pour la journée. Réunis autour du feu de camp, les autres se demandaient de quel niveau était Ron pour avoir une telle puissance. Se souvenant de son sauveur, Eka se tourna pour le remercier. Mais elle ne vit son camarade nulle part, c'est alors que son nez frémit. Alors qu'une délicieuse odeur flottait dans l'air, ça sentait la viande rôtie, ce qui est peu probable au milieu d'un donjon. Ils trouvèrent le nouveau membre assis tout seul autour d'un feu de camp. Réalisant que c'était lui qui faisait griller la viande. Mickey lui donna quelques conseils et proposa de cuisiner ensemble, cependant elle se figea en voyant la carcasse d'ORC préparée, étalée sur le feu. La vision les choqua et ils ne pouvaient pas comprendre. Pourquoi ils feraient une chose pareille? Sur la poêle, il y avait 2 délicieuses cuisses d'ORC grillées. Ils pensaient que ce serait similaire à du porc, mais c'était plus proche d'un mélange de viande de bœuf et de porc. Se demandant de laquelle le goût se rapprochait le plus, il en prit une grosse bouchée. Et il fut stupéfait de voir à quel point c'était délicieux. À chaque bouchée, des sucs riches jaillissaient. Lui laissant goûter la vraie saveur bien cuite de la viande, c'était plus proche du porc et plein d'umami. Ses camarades eurent un haut le cœur. Et ils essayèrent de l'empêcher de manger le monstre. Mais il resta imperturbable et saupoudra plutôt du sel et du poivre en faisant griller l'autre morceau. Il était impossible que ce ne soit pas délicieux. Le simple assaisonnement créait un arôme fantastique et ce serait parfait avec quelques légumes.
Pendant ce temps, le voir savourer le monstre était un cauchemar pour les autres. Ron regarda les 3 aventuriers se rassembler et discuter de son comportement, et il savait déjà ce qui se passait. Cela dit, il était heureux d'avoir goûté la viande d'ORC. À sa grande surprise, Olga posa une main compréhensive sur son épaule, il n'allait pas prétendre comprendre ses goûts. Alors il lui demanderait juste de ne pas manger de monstres si ouvertement, ce n'est pas juste pour eux de renvoyer un aventurier compétent simplement parce que ses préférences diffèrent des leurs. On lui proposa même leur nourriture, mais face à son refus catégorique, le groupe alla se coucher. Le jour suivant arriva et ils reprirent leur chasse aux orques. Malgré les attaques lourdes et continues de la bête imposante, Ron bloqua tout avec son bouclier, permettant à ses camarades de déchaîner leurs attaques sur l'ennemi. Leur journée se poursuivit ainsi. Et se terminait avec les repas de monstres routiniers de l'humain qui dégoûtaient les autres. Néanmoins, le groupe pouvait rire et discuter à la lueur du feu de camp. Bien assez tôt, ce fut le dernier jour de la quête. Mais le nouveau venu insistait toujours pour dormir seul. Mickey était intrigué. Mais Olga s'est portée volontaire pour prendre le premier tour de garde et sur ce, le son apaisant du feu les a bercés jusqu'au sommeil. Ron a rêvé comme d'habitude et s'est souvenu d'un vague souvenir similaire à ses nuits récentes, avec le feu déjà crépitant. On l'appelait pour qu'il les rejoigne, mais sa voix était inaudible. Mais il voit le visage souriant d'une femme qui lui est familière. C'est alors qu'il est réveillé en sursaut par son nom hurlé et en ouvrant les yeux. Il voit les membres de son groupe actuel debout au-dessus de lui, le regardant avec mépris et il se demande pourquoi tout le monde est réveillé. Alors que ce n'était même pas son tour de garde, ils pointent leurs armes sur lui et lui ordonnent de ne pas bouger car l'incantation est déjà terminée. Un seul mouvement et sa tête s'envolera, pendant qu'il dormait. Ils ont utilisé une pierre d'évaluation sur lui, par curiosité pour sa force. Cependant, ils ont été choqués de découvrir un détail terrifiant sur son statut. Sous tous ses titres se trouvait celui de tueur de sa race. Il avait été démasqué. Tueur de sa race est un titre accordé aux individus de sang-froid qui ont tué plus de 100 membres de leur propre race. Il augmente la puissance d'attaque lors des combats contre les membres de leur espèce. Cela signifie que Ron a tué plus de 100 humains. Et c'est quelque chose qu'ils ne peuvent ignorer. Il ne doit pas avoir de casier judiciaire plus qu'il est membre de la guilde, mais cela restait inacceptable. Ils lui ont demandé d'expliquer sa situation. Espérant qu'il pourrait dissiper le malentendu, cependant le guerrier est resté silencieux. S'était-il approché d'eux dans l'espoir de leur prendre la vie et de les ajouter à son décompte? L'homme a l'air suspect s'est contenté de s'excuser sans explication. Ses raisons sont inconnues, mais ce n'est pas quelque chose sur quoi ils peuvent fermer les yeux. Olga ne peut pas faire confiance à quelqu'un avec un passé de meurtrier. Il le renvoie donc du groupe. La décision est finale et irrévocable. Ron s'est simplement levé, déjà habitué à cette situation. Il prend son sac et part sans un mot de plus. Il y a 100 ans, dans la forêt de Tierson du Sud, un gobelin chargeait un groupe d'aventuriers. Il répondait à la capacité de provocation d'un tank. Tombant dans le piège, ce qui les a exposés à l'archer en embuscade, les flèches ont parfaitement atteint leur cible et les monstres ont été abattus en un instant. La chef félicite le travail d'équipe de tous et vérifie les blessures. Elle complimente l'archère qui en a abattu 2 d'un coup, mais l'aventurière insiste sur le fait qu'elle est trop aimable. Comme il en reste encore 18 à tuer, le groupe convient de garder le moral. Se tournant vers Ron, qu'ils appelaient Charlotte, la chef demande s'il a fini d'organiser les certificats de subjugation, ce à quoi il hoche la tête avec empressement. Et recommande de se remettre en route. En progressant, il bavarde un peu et note qu'il y a moins de gobelins que prévu. C'est probablement parce qu'ils sont encore à l'entrée. Et qu'il devrait y en avoir plus au cœur de la forêt. Alors qu'il continue de discuter de la mission. Ron a remarqué quelque chose d'étrange. Pensant qu'il ne l'entendait pas, il a tendu la main pour les retenir. Mais les membres de son groupe se sont tous retournés avec des regards mortels le transperçant. Ils lui ont demandé pourquoi il avait fait une telle chose et pourquoi il avait survécu. Alors que chacun d'entre eux était mort. Le guerrier se réveilla en sursaut de ce cauchemar. Il était sur son lit, haletant à cause de ce rêve si vif qui ressemblait plus à un souvenir. C'était une belle matinée dehors. Il se leva donc et se rendit à la guilde comme d'habitude. Mais quelque chose était différent. Dès qu'il entra, des murmures se répandirent dans la pièce, l'identifiant comme celui dont parlaient les rumeurs. Quelqu'un parla un peu fort et le traita de meurtrier qui rejoint des groupes faibles pour leur extorquer de l'argent. Des rumeurs infondées et exagérées s'étaient répandues pendant les jours où il se reposait. Ne voulant pas leur prêter attention,
il se dirigea vers Daisy qui lui annonça qu'elle avait une excellente nouvelle. Compte tenu de ses accomplissements, il a été promu au rang C et a reçu une requête spéciale. On lui demanda de tuer une harpie, et il pensa à l'éclat doré d'un poulet frit croustillant. C'est alors qu'il entendit une voix familière le traiter d'homme aveuglé par la cupidité. Dahlia sourit à cette vieille connaissance qu'il n'avait pas vue depuis un moment. Ron se contenta d'accepter la requête de rang C. Pendant que l'elfe continuait de parler des rumeurs à son sujet, se faisant ignorer, il dit qu'ils étaient venus jusqu'ici parce que Ron était détesté par les humains. Une paire d'oreilles rouges et poilues se dressa. Et une jeune fille demanda si c'était la personne dont l'elfe avait parlé. Une fille magnifique aux traits doux venait d'apparaître. C'est la chef du groupe que Dahlia a récemment rejoint. Elle le salua joyeusement, se présentant comme étant marin et disant qu'elle avait beaucoup entendu parler de lui. À en juger par son apparence, elle ressemble à une femme bête spécialisée dans les arts martiaux. Utilisant évaluation, Ron jeta un œil à son statut pour confirmer ses suppositions. Sa force est aussi élevée que prévu. Mais il est surpris par la classe indiquée sous son nom. Elle se proclame fièrement prêtresse, ce qui, étrangement, lui semble assez évident. La classe prêtre est une classe de soutien qui joue un rôle clé dans la guérison. Mais elle a l'air tout sauf sainte. Dahlia cherchait un groupe de race non humaine et est tombée sur son groupe. Seuls 2 en sont membres. Mais comme il avait entendu les rumeurs concernant Ron, il a suggéré que recruter un puissant tueur de congénères comme lui ne serait pas si mal. Ron avait encore du mal à comprendre ce qui se passait. L'elfe a donc dû tout lui expliquer clairement. Lui tendant la main, ils invitent l'homme qui a tué des centaines d'humains à rejoindre leur groupe. Ce n'est pas vraiment le genre d'invitation qu'on accepte, mais a-t-il vraiment le choix? La pièce était déjà remplie d'hostilité à son égard, et trouver un autre groupe avec les rumeurs de tueurs de congénères serait impossible. N'ayant pas le choix, ils se serrent la main et se réjouissent à l'idée d'un partenariat fructueux. Il est maintenant temps de partir pour tester la compatibilité de leurs forces et de leurs capacités. Il n'y avait pas d'autre endroit où aller que le donjon, où ils chasseront également la harpie. Sous la faible lueur des grottes du donjon, des harpies poussèrent des cris stridents et chargèrent les aventuriers. Pour l'instant, Ron a pour instruction de les abattre. Et de prouver ses compétences. Des monstres volants comme ceux-ci sont difficiles à gérer pour un porteur de bouclier, mais il devrait pouvoir les atteindre en sautant. À sa grande surprise, les monstres tombent avec l'aide de l'archer du groupe. Dahlia dit qu'il ne peut pas laisser les humains lui voler à nouveau ses cibles et lui dit de continuer à les provoquer. Un autre ennemi a plongé sur eux avec un grand rugissement. Ron se retourne alors qu'on lui crie de toute urgence de lever son bouclier, mais pas pour se défendre, Maren s'est élancée vers lui. Et a utilisé son bouclier comme une plateforme pour se propulser sur l'un des ennemis. Malgré sa classe de prêtresse, un seul coup de poing de la femme bête suffit à l'éliminer. Le chef félicite la nouvelle recrue, louant son temps de réaction et son esprit d'équipe. Cela lui rappelle qu'avoir des camarades à ses côtés n'est pas si mal, puisqu'ils ont attrapé 3 cibles d'entrée de jeu. Il décide de nettoyer et de faire une courte pause. C'est alors que Ron remarque quelque chose bouger près des harpies mortes. Une plus petite créature se dandinait en tenant les plumes du monstre. Dahlia se moque de lui en le traitant de pecno. Et explique qu'on les appelle des poupées vivantes. Ce sont essentiellement des golems de compagnie alimentés par du mana. Et que celui devant lui s'appelle Forco. Le propriétaire déborde de fierté et d'affection pour son animal, qui nettoyait les plumes. Comme ils fonctionnent au mana, ils n'ont pas besoin d'être nourris. Et peuvent même être entraînés pour aider. Ce ne sont pas des bébés, mais il devient très évident que Dahlia adore les choses mignonnes. Se souvenant de quelque chose en regardant Ron. Il serre Forco contre lui et se détourne, rappelant à l'humain qu'il est un golem qui ne se mange pas. Maren met fin à cette conversation absurde. Pour retourner à la chasse. Ils atteignent la moitié de leur quota bien plus vite que la normale, grâce aux compétences du novice. Le chef se demande pourquoi Dahlia a mis si longtemps à le présenter. Alors qu'il commence à parler de certaines circonstances, l'incroyable odeur de poulet rôti frappe le nez sensible de la femme bête. L'elfe avait déjà une idée de ce qui se passait. Mais Maren s'est simplement mise en colère, croyant que l'humain faisait rôtir de la viande pour lui-même. La viande de harpie était préparée pour la cuisson et le chaudron était chauffé. Tout était parfaitement assaisonné à son goût. Et il ne restait plus qu'à cuire. L'huile grésillait alors qu'il plaçait les escalopes dans la poêle. En prenant soin de ne pas les brûler,
l'épaule de harpie poêlée fut bientôt servie. Elle ressemblait exactement à du poulet. Mais ce qui importe, au final, c'est le goût. Une seule bouchée suffit à Ron pour tout comprendre. La texture ressemble également à celle de la volaille, mais en bien plus délicieux et savoureux. Il n'y avait aucun goût de gibier, juste une douceur et un gras qui fondaient dans sa bouche. Alors qu'il planifie la prochaine fois qu'il en mangera, ses camarades choqués lui ordonnent d'arrêter immédiatement, lui qui est assis à côté de la carcasse de harpie. Il s'excuse et leur demande s'ils veulent en goûter un morceau. Maren s'effondre en assistant à la scène. La chose la plus horrible qu'elle ait jamais vue de sa vie. Ron rétorque que le visage de la harpie est plus proche de celui d'un poisson que de celui d'un humain, mais là n'est pas la question. Dahlia commence à perdre sa concentration en vivant cela une seconde fois. Mais l'odeur délectable frappe à nouveau le nez de la femme bête et elle ne peut s'en empêcher, ne serait-ce qu'une seconde. À cette idée elle secoue la tête se rappelant que c'est un monstre, la seule pensée de le manger était un blasphème. Mais Ron remarque son expression et leur en propose un morceau. Alors que Dahlia était complètement contre-marin se contentait de regarder en bavant presque tandis que l'humain vantait sa saveur, la tentation la fait hurler d'agonie. Et elle se demande pourquoi la viande de monstre sentait si bon. Se souvenant de la viande de harpie braisée, Ron ouvre la marmite qui avait été laissée un peu plus longtemps que prévu. Le résultat final est une cuisse de harpie tendre, il ne se soucie pas des questions de la fille, expliquant qu'il a toujours voulu essayer des pieds non assaisonnés. Sur ce il prend une bouchée de l'énorme appendice comme il l'a braisé lentement, la viande est tendre et sucrée comme du pudding. Et elle se tient même bien grâce au collagène, ce serait meilleur avec une sauce épicée. Il décide donc d'essayer cela à la maison avec la cuisse restante. Dahlia qui était exaspérée et venait seulement de se retourner pour le regarder à nouveau. Cri de stupeur en voyant la nouvelle partie dans sa main dès qu'il dit que les cuisses de harpie contiennent du poison. Ron s'effondre sur le sol. On dit à Marin d'utiliser de la magie de récupération d'état sur lui. Mais elle ne sait pas comment faire, c'est de la magie de base pour les prêtres qu'elle n'a jamais pris la peine d'apprendre car c'était une corvée pendant que Dahlia fait une scène. D'autres harpies réagissent et volent vers eux. Au lieu d'utiliser de la magie de soutien, la prêtresse utilise fièrement un nouveau sort de feu qu'elle a appris. Un torrent de magma déchaîné jaillit de sa paume manquant l'ennemi mais carbonisant Forco. Le propriétaire du golem trembla d'horreur. Il n'avait même pas eu le golem depuis une semaine bien que l'équipe fût dans le chaos. Les flammes ont heureusement chassé l'ennemi. Dahlia saisit le col de sa chef avec rage mais celle-ci s'excuse simplement avec embarras, sa colère pourrait durer des millénaires. Et bien qu'elle propose de lui acheter un remplaçant. Cela n'allait pas suffire, surtout que Forco est un golem en édition limitée qui n'est plus en vente. Après un long moment il retourne à la guilde. Où Daisy confirme le succès de leur mission et leur dit de se débarrasser personnellement de la viande provenant des cadavres de harpie. Il soupire d'épuisement. Car toute la journée n'avait été que mentalement épuisante. Ron était sur le point de partir. Quand ils le virent prendre le sac de cuisses de harpie, ils le ramènent pour le manger car ce serait du gâchis de ne pas le faire après avoir dépecé la viande. Comme sa façon de le transporter était encombrante, on lui dit de le mettre au moins dans son inventaire. Ce n'est que maintenant qu'il se souvient qu'il a quelque chose comme ça. Il ouvre la compétence qu'il avait complètement oubliée. Et voit quelques objets et plusieurs emplacements libres, la raison pour laquelle les gens le regardaient bizarrement. Et qu'il transportait tout le temps d'énormes bagages, se demandant depuis combien de temps il avait oublié quelque chose d'aussi élémentaire. Il maudit son état mental. Ses pensées sont interrompues par la voix de Marin. La dernière partie de leur mission a été difficile mais leurs compétences et leur travail d'équipe étaient excellents. S'il est partant, alors il peut officiellement rejoindre leur groupe et enchaîner les missions facilement. L'acceptation de Ron le placerait officiellement dans le groupe Misanthrope, car ils possèdent tous les deux de grandes compétences. Les avoir comme alliés était nettement mieux que d'être seul. Il accepte l'invitation, ce qui fait sourire Marin de joie et de surprise, qui part seul en courant pour enregistrer officiellement leur groupe. Elle laisse les deux hommes seuls, il s'est déjà passé beaucoup de choses entre eux. Mais comme ils sont désormais camarades à partir de ce moment. Dahlia dit à Ron qu'il comptera sur lui pour le reste de sa courte vie. Ces mots lui rappellent son ancien chef de groupe qui avait dit la même chose. Bien que le souvenir soit doux amer, il lui rend l'appareil après un moment de silence. Marin revient quelque temps après. Agitant les documents d'enregistrement de leur groupe, les brandissant devant leur visage. Elle annonce fièrement qu'elle les a nommés le groupe des paumés, un nom remarquablement mauvais. Les plaintes fusent, principalement de la part de l'elfe. Mais la chef abuse immédiatement de son pouvoir. Elle dit avoir entendu Ron le mentionner plus tôt dans le nid des harpies. Il avait qualifié la situation de foutue et elle a tout simplement adoré le mot, même sans en connaître le sens exact.
Dahlia insiste sur le principe de choisir le nom ensemble, mais elle rétorque qu'il faut suivre la décision de la chef, ils n'arrivent pas à croire que toutes leurs réussites seront désormais répertoriées sous un nom aussi ridicule. D'un autre côté, Ron s'en fichait un peu et voulait juste manger de la viande de harpie dans sa chambre. Marin le surprend et lui demande où il va. Comme il est nouveau, ils doivent organiser une fête de bienvenue qui sert également de célébration pour la mission. Il essaie de refuser, mais la chef ne le permet pas et dit aux deux hommes de se joindre à eux. Ils arrivent dans une taverne voisine à la tombée de la nuit. Et on leur dit de boire autant qu'ils le veulent. Dahlia n'acceptait toujours pas leur nom. Et se fait gronder pour sa rancune typique d'un elfe. Pendant ce temps, Ron regardait la nourriture appétissante qui aurait sûrement un goût médiocre. Cela dit, rien que l'aspect visuel le faisait saliver. Et a envisagé de n'en prendre qu'une seule bouchée. C'est ce qu'il fait, mais il se sent mal à cause du goût affreux de papier journal chaud. Passant à autre chose après leur dispute, Marin dit qu'elle a quelque chose à demander à leurs nouveaux membres. Ils doivent parler de leur objectif, qui est de devenir un groupe de rang A le plus vite possible. La raison de cet objectif restera privée. Car ils ont chacun leur propre raison, les aventuriers commencent tous au rang D et peuvent monter en grade grâce à divers examens de promotion. Cependant, le rang le plus élevé qu'un aventurier puisse atteindre grâce à ces examens est limité au rang B. Pour atteindre le rang A, il faut être reconnu pour ses exploits. Et être qualifié pour passer un examen mystérieux. C'est un exploit que seule l'élite reconnue par la guilde peut accomplir. Quant à Marin, ses jeunes frères sont esclaves. Elle a donc besoin d'une énorme somme d'argent pour les libérer. Son ancien maître a accepté de la libérer pendant 3 ans pour lui permettre de gagner assez pour racheter leur liberté. Leur famille a été réduite en esclavage après la Révolution. C'est donc le seul moyen de les sauver. Ron n'a aucune idée de la Révolution dont elle parle. Ce qui choque les deux autres à l'échelle humaine, c'est quelque chose qui s'est produit assez récemment. Et ça fait partie de l'histoire commune. Les humains ont kidnappé et trafiqué d'autres races pendant des siècles. Ils capturaient les elfes pour leur beauté et forçaient les nains à travailler pour leurs compétences techniques. Et réduisaient en esclavage les hommes bêtes qu'ils considéraient comme de vils animaux. Leur famille faisait partie de ces congénères que les humains enfermaient sans aucune issue. Et les exploitaient pour leurs propres désirs dans des prisons dont ils ne pouvaient s'échapper. Ils dépérissaient corps et âme. Ceux qui tentaient de s'échapper et étaient attrapés connaissaient tous des fins terribles. Cela a continué pendant des siècles. Et ainsi les races qui vivaient séparément se sont finalement unies pour s'opposer à la tyrannie. C'était le début de la Révolution, que les humains ont qualifié de guerre des races. Plusieurs exigences ont été présentées aux humains, l'une d'elles étant l'abolition de l'esclavage s'ils n'acceptaient pas les conditions. Alors une guerre totale aurait été lancée contre l'humanité. A d'abord adopté une position ferme. Mais contrairement aux non-humains, ils avaient trop à perdre. Ils ont finalement signé un traité rendant le trafic d'autres races illégal avec des dispositions pour les empêcher d'interférer dans leur vie, après quoi leurs congénères cachés ont commencé à se montrer. Et maintenant il est normal de les voir se promener au grand jour. C'est grâce à ce traité que l'elfe et l'homme bête peuvent travailler comme aventuriers. Ron n'avait aucune idée qu'un tel PAN de l'histoire existait. Il demande ensuite la version de Dahlia. Il veut devenir l'ancien de la forêt où il vivait. Sa famille assume ce rôle depuis des générations. Et cela devait continuer. Cependant ce rôle est imposé à l'enfant aîné. Et alors que sa sœur aînée déteste l'idée, tout le monde lui impose cette responsabilité. Lui est plus confiant que quiconque pour protéger sa famille après avoir entendu sa supplique. Ses congénères ont accepté de lui céder la place. S'il fait ses preuves avant d'avoir 150 ans. Devenir simplement un aventurier de rang A ne suffira pas, mais ce sera une étape nécessaire pour l'objectif final de l'esclavage à la position d'ancien. Ils ont tous les deux des raisons désespérées. Puisque chacun d'eux porte ses propres désirs. Ce serait génial si Ron avait un objectif similaire. On lui demande s'il a quelque chose de ce genre. Il y réfléchit un moment. Et se souvient de la tombe de sa sœur et les autres voient sa réaction. Ils disent que ce n'est pas grave s'il ne veut pas en parler. C'était peut-être dans ce but précis que, rempli d'une nouvelle détermination, l'humain déclare qu'il y a un dragon qu'il veut tuer. Les deux autres sont surpris par la mention inattendue d'une créature toute puissante. Ron dit qu'il traque celui qui a attaqué et brûlé sa maison il y a des années. Une fois qu'il rencontrera ce dragon, il y a quelque chose qu'il doit faire à tout prix. Un silence se fait à table pendant un moment et il sait déjà qu'il pense qu'il plaisante au lieu de se moquer de lui. Dahlia dit qu'il avait l'air de n'avoir aucune cupidité. Mais qu'en réalité il a la plus grande ambition de tous. Peu importe les détails, son objectif est de monter en rang pour recevoir le droit de subjugation de dragon. Puisqu'ils partagent tous le même objectif. Le groupe trinque avec leur chope et accepte de faire de son mieux. Le jour se lève et Ron décide de se la couler douce et de se préparer un repas copieux. Même ainsi,
il n'a acheté que quelques ingrédients mais était déjà à court d'argent après avoir payé l'auberge. L'huile est chère, c'est donc un gaspillage. Mais d'abord, il la fait chauffer. Après cela, il fait appel à son stockage magique, dont il vient tout juste de se souvenir. À l'intérieur se trouve de la viande crue qui a été parfaitement conservée. Elle est dans le même état que lorsqu'elle y est entrée, ce qui signifie que cet espace est le meilleur garde-manger. Maintenant, il bat les œufs pour faire une dorure. Puis il enrobe uniformément la viande de chapelure. Il la plonge dans l'huile. Et entend le crépitement familier qui ne lasse jamais. Une fois que c'est bien doré, il retourne les morceaux pour éviter de les brûler. Puis il les fait frire une deuxième fois pour plus de croustillant. Enfin, il était temps d'égoutter, de dresser et de manger les cuisses de harpie frites. La fourchette s'enfonce dans la peau dorée en produisant un son craquant. C'était plutôt réussi pour un premier essai. Soulevant juste un tout petit peu son casque, il prend une bouchée. Et goûte à la combinaison ultime. De texture croustillante et de viande juteuse qui explose de saveur à chaque bouchée. C'était délicieux. Il y avait aussi une douceur subtile qui lui était propre, presque comparable à un crabe bien rempli de chair. Plus il en mange, plus il en veut. Et il est content d'en avoir beaucoup. Alors qu'il s'apprêtait à prendre une autre bouchée. Quelqu'un l'appela bruyamment. C'était Dahlia qui martelait sa porte en lui disant d'ouvrir. Il s'exécute, ouvre la porte et lui demande immédiatement ce qu'il veut tout d'un coup. Comme il a quelque chose d'urgent à discuter, il dit avoir besoin d'un peu de son temps et révèle qu'il semble y avoir un problème avec leur chef. Comme c'est une conversation assez privée. Il est invité à entrer où il voit une assiette de friture. Il est consterné, sachant déjà que son camarade a utilisé de la viande de monstre. Mais il s'assoit en se rappelant que Marin passe avant tout. Précisant que leur simple conversation doit rester secrète, Dahlia lui demande de lui prêter de l'argent. La demande effrontée allume quelque chose en Ron. Qui se lève et lui dit de partir si c'est tout ce dont il s'agit. Il jure de le mettre dehors sur le champ. S'il n'a pas de raison convaincante. Allant droit au but, l'elfe dit que le maître humain de Marin semble l'avoir trompé, compte tenu de sa situation avec ses frères et sœurs. La raison pour laquelle ils ont mis leur mission en pause aujourd'hui était parce qu'elle était sortie pour les voir. Cependant, son maître a rompu sa promesse. Et s'apprêtait à les mettre aux enchères. Il a dû planifier cela depuis le début et faisait juste semblant de jouer avec elle. Quand elle l'a supplié d'arrêter, il lui a dit de trouver la rançon en seulement 5 jours, malheureusement. Il demande 10 pièces d'or par personne. Ce qui fait 20 au total. En convertissant la monnaie de ce monde selon ses anciennes normes, un braun vaut environ 10 yens. 100 braunes font un argent, et 100 argent un or. Le coût de la vie d'un aventurier moyen est de 2 ors par mois, et 20 ors équivalent à environ 2 millions de yens. Dahlia ne voulait pas ébruiter l'histoire imprudemment, mais la fière jeune fille l'a supplié de sauver ses frères et sœurs, et il ne peut pas fermer les yeux sur l'esclavage de ses congénères. Il est donc venu demander de l'argent, mais Ron refuse catégoriquement car il ne les connaît que depuis quelques jours et, même s'ils font partie du même groupe, il n'a de toute façon pas cette somme. Mais quoi qu'il en soit, il ne leur fait pas assez confiance pour cela. Se grattant la tête, Dahlia dit que les frères et sœurs de Marin sont de jeunes enfants. Qui commencent à peine à marcher. Ron dégage une aura mortelle, offensé par l'elfe. Qui a osé le faire chanter en utilisant ses valeurs personnelles? Pour l'instant, il demande ce qu'il y gagnera. S'il accepte de donner un coup de main. D'une manière ou d'une autre, la pièce est silencieuse, il semble qu'il ne reste aucune autre option. Dahlia dit alors à l'humain de lui prêter l'oreille une seconde. Il lui demande s'il possède l'attribut du vent parmi ses aptitudes élémentaires. Dans ce monde, tant que l'on possède la statistique d'intelligence, on peut utiliser la magie de toutes les lignées. L'aptitude élémentaire indique les éléments pour lesquels on est doué. Coûtant moins de mana tout en donnant plus de puissance. Ceci est principalement déterminé à la naissance. Et la plupart des gens naissent avec un seul type. Occasionnellement, il y a des génies qui naissent avec 2 ou plus et finissent par graver leur nom dans l'histoire. S'il les aide tous les 2 dans cette affaire. Dahlia promet de lui accorder la bénédiction de l'esprit. Qui confère une aptitude pour l'élément du vent. Ce n'est pas que ce ne soit pas suffisant, mais Ron sait qu'accorder un attribut n'est pas quelque chose que n'importe qui peut faire. Agacé, l'elfe jure sur le nom de sa forêt, prouvant sa détermination. Ceci dit,
L'humain accepte les conditions et se lève pour partir. En marchant ensemble, Dahlia demande comment Ron comptait obtenir les 20 ors. Une somme qu'il sait être énorme. L'humain répond qu'il n'aura qu'à braconner. Et vendre des monstres de haut niveau sur le marché noir. On lui rappelle que la guilde interdit formellement d'entrer dans des donjons d'un rang supérieur au sien sans permission, mais c'est le seul moyen de gagner autant d'argent en si peu de temps. La guilde attribue des rangs aux quêtes tout comme elle le fait pour les aventuriers. Et a des règles les concernant. Ceux qui sont surpris à entrer dans des donjons d'un niveau supérieur ou leur recevront une amende et seront suspendus de tout travail. Laissant la légalité de côté. La distance des donjons de haut niveau est trop grande et cela prendra du temps. Le simple voyage prendrait 3 à 4 jours. On demande à Dahlia comment il comptait réunir l'argent. Si Ron n'avait pas été convaincu. Demander de l'aide à sa famille prendrait trop de temps, il allait donc utiliser le peu qu'il avait économisé. Malheureusement, l'humain n'a rien de tel. Alors peut-être a-t-il quelque chose de valeur qu'il peut vendre. La chose la plus précieuse qu'il possède en ce moment. Est la paire de boucles d'oreilles dans son inventaire. Pour l'instant, les deux se sont mis d'accord pour rassembler tout ce qu'ils peuvent. Au coucher du soleil, une silhouette suspecte et encapuchonnée est entrée dans un bâtiment. Le commerçant le voit et lui demande ce qu'il veut. Apprenant qu'il veut vendre quelque chose, l'homme demande à voir. Une paire de boucles d'oreilles familières est posée sur la table. Normalement, de tels articles devraient simplement être vendus dans une bijouterie. En y regardant de plus près. Les yeux du commerçant se sont écarquillés de stupeur, réalisant qu'il tenait des fragments de plaidis qui ne devraient plus exister. Quand on lui demande d'où il les tient, Ron répond qu'un vieil ami les lui a confiés. Dans un manoir somptueux, une paire de mains familières tremblait sur le sol en regardant Maren s'agenouiller devant lui. Clyde dit qu'elle doit enfin comprendre sa réalité, qu'elle a dû apprécier sa petite escapade. Issue de son caprice de lui accorder 3 ans pour gagner de l'argent, la femme bête ne désire rien de plus que de le déchiqueter, lui et ses laquais. Juste à ce moment, elle entend la voix de Dahlia l'appeler de l'extérieur, elle se retourne pour le voir. Mais elle est surprise que Ron soit à ses côtés et lui demande pourquoi il est là. L'elfe dit qu'il a aidé à apporter l'argent, qu'ils pourront en parler plus tard mais qu'ils doivent maintenant acheter la liberté de ses frères et sœurs, se présentant comme les membres de son groupe. Il déclare avoir apporté la rançon que Clyde exigeait. Marin déteste recevoir de l'aide d'un humain et craint que cela ne soit utilisé contre elle plus tard. Le marchand d'esclaves doute qu'ils aient pu rassembler autant d'argent et se prépare à identifier les contrefaçons. Cependant, il est choqué de trouver de vraies pièces d'or à l'intérieur du sac qu'ils ont apporté, un seul regard a suffi. Alors elle lui a dit de se dépêcher et de libérer ses frères et sœurs, mais il s'est mis à jouer sur les termes du contrat. Prétextant qu'elle devait apporter l'argent elle-même, ce qui était ridicule et Dahlia le savait, furieux, il récite le pacte qui valide leur transaction. Et le met au défi de tromper un elfe, ce que Clyde déteste. Mais il n'a d'autre choix que d'appeler la marchandise et les documents d'identité, si son ami n'avait pas été là. Alors Marin aurait été à la merci de cet homme maléfique, les serviteurs arrivent, et avec eux se trouvent 2 enfants bêtes. Ils ont couru se réfugier dans l'étreinte de leur sœur. Enfin libérés de l'esclavage, Ron observait les retrouvailles émouvantes entre les frères et sœurs. Et comme Dahlia l'avait dit, l'homme réduisait des enfants en esclavage simplement parce qu'ils étaient d'une race différente. Ils étaient bien trop maigres et l'idée qu'ils aient souffert de la faim le faisait trembler de fureur, prenant les documents d'identité originaux des esclaves. Clyde les déchire en morceaux. Se débarrassant soi-disant des papiers devant eux tous, insatisfaite, Marin utilise sa capacité élémentaire pour brûler les documents. Libérant ainsi officiellement ses frères et sœurs une bonne fois pour toutes, le marchand d'esclaves se moque de cela. Et lui rappelle qu'elle est toujours son esclave. Malgré la libération des autres, à ce moment-là, Ron invoqua à nouveau son inventaire, n'en ayant pas encore fini avec la transaction, il sort une autre bourse. Et dit qu'il achète également le statut de marin, la pièce entière est choquée par ses actions. Elle insiste sur le fait qu'elle peut se débrouiller seule. Et que sauver sa famille était suffisant, mais il l'ignore simplement et demande le prix. Clyde se moque de cette tentative plutôt tape à accent grave l'œil, il refuse catégoriquement l'offre. Car il l'a déjà inscrite à la vente aux enchères d'aujourd'hui. Puisque leur chef est déjà sur la liste. Clyde leur suggère de participer et de l'acheter eux-mêmes. Marin exigea une explication. N'ayant jamais entendu dire qu'elle était même mise aux enchères. Sachant que cela avait été fait sur un coup de tête pour les contrarier, Dahlia était furieux,
tandis que le marchand d'esclaves se contentait de se moquer d'eux, affirmant qu'il avait le droit de faire ce qu'il voulait d'elle. Alors que l'elfe était sur le point de perdre le contrôle. Ron n'était pas du genre à tomber dans son piège enfantin, c'était probablement un mensonge inventé par Clyde. Et il n'avait probablement aucune intention de la vendre de toute façon, jouant le jeu, l'humain accepta la demande et consentit à l'acheter. Plus tard, il dit à Marin de lui faire confiance et de croire en son plan. Mais elle se demandait simplement pourquoi il irait si loin, restant silencieux, il se souvint de la sœur qui lui avait dit que chaque enfant a besoin d'un adulte pour le guider et le protéger, ce qui, bien sûr, s'appliquait aussi à lui, elle lui frotta la tête avec tendresse. Endossant ce rôle pour lui, chaque enfant mérite un protecteur. Et c'est leur raison de vivre, en ce moment, il est le seul à pouvoir assurer la sécurité des enfants bêtes, les libérer n'est pas la fin de la partie. Et il n'était pas prêt à les laisser sans leur sœur, convaincu, Marin dit qu'elle tenterait le coup et lui ferait confiance, mais jure de ne jamais lui pardonner s'il se vante et échoue à la fin. Bien que Dahlia n'apprécie pas non plus la situation. Il sait que tout ce qu'ils peuvent faire maintenant est de suivre l'initiative de Ron. Sur ce, les deux hommes partirent pour le moment, promettant de se revoir très bientôt. Clyde se moqua des amis fiables de son esclave. Et lui. Mais il était hors de question qu'il la laisse s'échapper. Et il dit qu'elle finira par revenir vers lui en rampant. Se détournant, il dit à son laquais d'appeler l'équipe de soutien des marchands. Et de se préparer. La salle des ventes s'illumine la nuit et il vendait toutes sortes de personnes. Y compris des criminels humains. Les enchères étaient assez élevées et les deux membres du groupe attendaient leur chef tout en discutant du prix d'un homme bête. Un homme louche s'est assis derrière eux en écoutant. Il était enfin temps de passer à une autre race. Il se redresse lorsque Marin est présenté à la foule. Ses compétences et son expérience sont mises en avant mais ses yeux n'exprimaient que de la colère. Clyde avait certainement joué un sale tour. Et elle devait le dire à ses membres d'une manière ou d'une autre. Pendant que sa présentation continuait, son maître observait d'en haut avec un grand sourire. Il est sûr que les aventuriers de Rancé ont déjà claqué leur argent en payant pour ses frères et sœurs. Il était tout simplement ridicule pour eux de penser qu'ils pourraient acheter son trésor. Il était hors de question qu'ils les laissent faire à leur guise. Le commissaire-priseur commence l'enchère à 6 pièces d'or et 30 pièces d'argent. L'homme derrière les aventuriers lève immédiatement sa pancarte. Et on lui demande son offre. Il se lève prêt à balayer tout le monde. Dahlia est incrédule alors qu'il offre 20 pièces d'or d'entrée de jeu. C'était un montant suffisant pour que le cœur de Marin se serre. Et elle est certaine qu'ils ne peuvent pas avoir plus que ça. L'elfe perdait la tête. S'attendant à quelque chose d'un peu plus que la moyenne de 9 pièces d'or. À ce moment-là, une autre pancarte se lève et demande quelle est la limite de l'enchère. Alors que les humains sont plafonnés à 30, les autres races ont une valeur plus élevée de 50 pièces d'or. Dans ce cas, Ron offre sans détour 50 pièces d'or pour assurer la vente de son chef. Dahlia n'en croit pas ses yeux. Ne s'attendant pas à ce qu'il ait autant d'argent sur lui. Il est parfaitement préparé pour cela, n'ayant pas fait confiance à son maître depuis le début. Même le commissaire-priseur doutait de ce qu'il entendait. Et lui a demandé de répéter l'offre. Rien qu'en se basant sur leur apparence minable, il pensait qu'il ne pourrait jamais payer ça. Et toute la salle était d'accord. Essayant de le piéger, il dit que la salle des ventes a une politique de paiement immédiat. Cela dit, Ron se tourna sur le côté quittant son siège et se dirigeant vers la scène. Malgré la désapprobation du commissaire-priseur, il se tenait au-dessus de Marin brillant d'une lumière. Alors qu'il apportait le salut dans sa vie. À ce moment-là, des pièces d'or tombèrent du ciel alors qu'il ouvrait son inventaire magique. Après un moment, il demande s'il leur en a assez montré. Clyde voulait protester, ne comprenant pas comment un simple aventurier de Rancé pouvait avoir autant. N'ayant pas d'autre choix que d'accepter. Le commissaire-priseur conclut la vente et les doux mots de liberté frappèrent les chaînes qui liaient le cœur de Marin. De retour à leur auberge, ses frères et sœurs coururent vers elle avec d'énormes sourires. Elle les serre tous les deux très fort dans ses bras. Disant que tout est fini et que tout le monde est enfin libre. On lui demande pourquoi il a gardé sa richesse secrète. Ron répond qu'ils n'ont tout simplement jamais demandé combien il avait. En regardant la réunion de famille. Ils sont simplement heureux que les choses se soient bien terminées. S'adressant à l'humain, Marin le remercie timidement mais sincèrement. Et dit qu'elle n'a aucune idée de comment le rembourser. Ils ne peuvent pas continuer leur conversation. Car une délicieuse odeur atteint le nez des enfants. Disant qu'ils sentent une viande délicieuse. Ron les emmène dans la cuisine pour manger un morceau.
Pendant ce temps, la grande sœur se demande comment le remercier et on lui dit de ne pas trop s'en inquiéter, son sauveur a probablement aidé. Parce qu'il les considère comme des camarades et voudra simplement que les choses restent ainsi. Rassuré, Marin passe à autre chose et dit qu'elle a senti quelque chose de gras et de délicieux. Dahlia réalise quelque chose en entendant ces paroles et panique immédiatement. Il entre dans la salle à manger pour arrêter Ron qui s'apprêtait à servir aux enfants de la viande de harpie frite. Dahlia se précipite dans la cuisine et empêche avec colère Ron de donner de la viande de monstre aux frères et sœurs de Marin, ce qui l'amène à demander à l'elfe ce qui ne va pas. Les jeunes bêtes prennent une bouchée de la harpie frite, trouvant que c'est la chose la plus délicieuse qu'ils aient jamais goûtée. Dahlia exprime son dégoût, mais Marin lui dit que ses frères et sœurs peuvent manger du poulet frit car les hommes bêtes ont un estomac d'acier. Elle ajoute que ce sont des enfants en pleine croissance, donc ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent, sauf si c'est du fer ou un monstre. Jusqu'à ce que Marin réalise quelque chose et demande quel genre de viande ils sont en train de manger, ce à quoi Ron répond immédiatement que c'est de la viande de harpie. Les jeunes bêtes savourent la viande avec joie, tandis que Marin n'arrive pas à croire ce que Ron fait manger à ses frères et sœurs. Elle attrape instantanément la viande et dit à ses frères et sœurs d'arrêter d'en manger, mais les enfants la supplient. Et lui disent à quel point la nourriture est délicieuse. Marin regarde soudainement la nourriture, pensant à faire semblant de s'évanouir après en avoir mangé. Pour effrayer ses frères et sœurs, elle se dit qu'elle préférerait mourir plutôt que de manger un monstre dégoûtant, mais elle n'a pas le choix. Tout en tremblant, elle essaie de ne pas y goûter et s'effondre comme si elle était empoisonnée. Soudain, ses yeux s'écarquillent de choc, poussant Dahlia à lui demander ce qui ne va pas. L'elfe pense qu'elle vient de s'empoisonner, tout comme Ron lorsqu'il a mangé des gargouilles. À sa grande surprise, Marin n'en revient pas de la saveur de la viande de monstre, tandis que ses frères et sœurs pensent qu'elle s'accapare toute la nourriture. Marraine remarque qu'elle n'a jamais mangé de viande aussi tendre, juteuse et savoureuse. Soudain, Ron lui demande si elle aime le goût, ce qui la surprend. Marraine prétend ne pas avoir aimé la viande de monstre en emmenant ses frères et sœurs, se sentant embarrassée. Soudain, Ron interpelle Dahlia, lui rappelant la pièce d'or qu'il lui doit. Et exige qu'il lui remette 90% de ses gains, ce qui l'abasourdit et laisse paraître sa frustration. Et lui demande s'il veut sa mort, mais Ron répond froidement, puis il enchaîne en réclamant la récompense que Dahlia lui avait promise. Peu après, les deux hommes se retrouvent dans les bois au milieu de la nuit. Dahlia explique qu'ils doivent être discrets car les esprits n'apprécient pas ce genre d'atmosphère, alors qu'ils se préparent à accorder à Ron une bénédiction d'attribut. Dahlia remarque que Ron est conscient que ce n'est pas un exploit commun et lui demande de retirer ses gants, car la peau nue est nécessaire pour que la bénédiction prenne effet. Ron suit ses instructions. Pendant ce temps, Dahlia révèle que les elfes conçus dans la forêt naissent avec la bénédiction d'un esprit. L'attribut de la bénédiction détermine leur aptitude innée. Et que cet esprit y reste avec eux toute leur vie, tel un gardien, en invoquant cet esprit. Il est possible d'accorder la bénédiction d'un esprit à un autre, cependant, les elfes ne peuvent le faire qu'une seule fois et ils échangent généralement leur bénédiction avec un partenaire. Ou la donnent à un enfant ou à un sauveur de toujours. Ron ne réalisait pas que c'était si important et demande s'il est sûr de l'utiliser sur lui. Dahlia le déclare comme son sauveur, accomplissant son souhait de sauver son peuple de l'oppression humaine à 2 reprises. Il procède au rituel et invoque un esprit nommé Sylph. Ron est stupéfait par la rafale de vent qui l'entoure, se demandant s'il ressent déjà le pouvoir de l'esprit. Dahlia révèle que les humains n'enlevaient pas les elfes seulement pour leur beauté. Ils utilisaient la libération de la douleur comme appât pour voler cette bénédiction. La plupart des siens ont enduré l'enfer pour protéger leur dignité, mais après que le traité a libéré les esclaves. Le taux de mortalité des elfes a grimpé en flèche, révélant que la cause était qu'ils se faisaient toujours du mal à eux-mêmes. Ron en reste sans voix. Dahlia explique que les elfes ont une mémoire d'une précision agaçante, laissant ceux qui sont revenus après le traité hantés par leur propre traumatisme lorsqu'ils ont retrouvé le chemin de l'arbre-monde. Dahlia confie qu'ils méprisent les humains qui ont causé et ignoré leur souffrance, au point qu'ils les tueraient tous s'ils le pouvaient. Dahlia expire, soufflant magiquement une rafale spirituelle vers Ron. Il acquiert finalement l'affinité avec l'attribut du vent en plus de celle du feu, stupéfiant Ron. Dahlia précise qu'il déteste toujours les humains pour leur nature vile et cupide, ajoutant que ce n'est pas parce qu'il lui a donné une bénédiction qu'il a pardonné aux humains. Pendant que Ron l'écoute attentivement. Le lendemain à la guilde Marin et Dahlia saluent Ron. Ils annoncent qu'ils ont enfin trouvé une autre bête pour garder les frères et sœurs d'Amor car ils ne peuvent pas les confier à des humains. Marin est excité.
car c'est son premier jour en tant que citoyenne libre et elle a également accepté une super quête qui consiste à soumettre le Dwarf enragé. Dahlia trouve dégoûtant de chasser dans un marécage boueux. Mais Marin explique que c'est sans danger pour une quête de rancée. Puisque les Dwarfs enragés sont des amas de boue vivants qui se déplacent comme un slim, Ron se demande s'ils ont bon goût comme les autres monstres. Dahlia sait déjà à quoi ils pensent tandis que Marin leur dit d'aller à l'entrée pour retrouver la calèche qu'elle a louée. En marchant, Marin prévoit d'expliquer les détails à l'intérieur de la calèche. Après que Dahlia lui ait demandé si elle a vérifié les autres monstres dans la grotte de cristal, Marin explique alors qu'elle doit trouver un endroit pour elle et ses frères et sœurs. Car elle ne peut pas les laisser vivre dans une auberge trop longtemps. Le groupe s'arrête soudainement. Devant la calèche, Dahlia trouve leur moyen de transport un peu cher, mais Marin explique que ce n'est pas celui qu'elle a demandé. Elle demande aux gardes en armure de s'expliquer. Jusqu'à ce qu'un homme blond sorte de la luxueuse calèche, provoquant des frissons dans le dos de Marin après avoir entendu la voix familière. Il s'avère que c'était son ancien maître, poussant Ron à lui demander ce qu'il veut puisque l'accord était déjà conclu. Le maître répond avec arrogance que Marin lui manque. Il décide donc de faire une proposition à la place, offrant de racheter l'esclave en parlant de Marin. La proposition laisse Ron sans voix. Cela met Dahlia en colère qui trouve la renégociation absurde. Mais le maître dit à l'elfe de se taire et demande à Marin d'arrêter de le foudroyer du regard. Pour le bon vieux temps, il les prévient que les gardes arrière sont plus de 80. Et les maîtriseront s'ils ripostent. Le maître s'adresse poliment à Ron et propose 100 pièces d'or pour récupérer Marin. Mais Ron refuse tout simplement, laissant le maître sans voix. Il pense que Ron trouve l'offre trop faible. Mais l'esclave ne vaut pas plus de 100 pièces d'or, ce qui ne fait qu'irriter Dahlia. Il augmente l'offre à 150. Mais Ron refuse froidement. Il l'augmente à nouveau pour ne recevoir que la même réponse. Marin est convaincu que Ron ne l'échangera pas même s'il offrait 100 millions de pièces d'or. Le maître révèle que le prix du marché pour une esclave homme-bête est de 200 pièces d'or et demande s'il va encore refuser. Ron pense que c'est une bonne affaire, ce qui met Dahlia en colère, mais il dit qu'il plaisante seulement. Ron rappelle au maître que Marin est déjà une personne libre après qu'il a détruit son contrat avant de donner un avertissement au maître d'arrêter de les déranger et de manquer de respect à Marin. Le maître exprime sa frustration en remarquant qu'ils s'enivrent de leur sentiment de camaraderie. Il pensait pouvoir régler les choses avec de l'argent, mais il ne renoncera pas au plaisir de jouer avec Marin. Mais un coup soudain s'abat sur son visage. Il s'avère que Marin n'a plus pu se retenir et a décidé de frapper son ancien maître. Son énergie déferle alors qu'elle lui rappelle qu'elle n'est plus son esclave. Et lui dit de faire attention à son langage. Le garde en armure réagit aussitôt en portant la main à son épée, mais Ron lui saisit la tête et l'avertit de ne pas dégainer son arme. Il lui écrase soudainement le visage contre le sol sans la moindre hésitation. Pendant que l'autre mercenaire s'avance avec sa lance. Ron ramasse calmement une pierre et la lance avec une force écrasante. L'ennemi n'a pas eu le temps de réagir tandis que le maître exprime sa frustration. Après que ses gardes se sont fait éliminer facilement, il demande quel est le niveau de Ron, ce à quoi ce dernier révèle qu'il est de 95. Choquant soudainement Marin et Dahlia. Marin saisit la tête de son ancien maître pour lui infliger une sévère correction. Dahlia dit à Marin de conclure pour qu'elle puisse partir, tandis que cette dernière répond qu'elle vient de finir de rosser son ancien maître. Elle l'avertit de ne plus jamais se montrer, mais le maître prépare immédiatement sa vengeance en prévoyant d'informer le groupe de marchands à leur sujet. Ron s'approche du maître et lui dit que les rumeurs selon lesquelles il tue des gens l'ont empêché de trouver un groupe. Il note que c'est plus compliqué de trouver un nouveau groupe que d'écraser un groupe de marchands. Effrayant le maître. Ron l'avertit de ne pas toucher à son groupe. Puis il lève le pied et pulvérise sa calèche d'un simple coup de pied. Le maître reste sans voix alors que Ron s'éloigne après lui avoir dit de rester à sa place. Pendant ce temps, à l'intérieur de la grotte de cristal, Dahlia fait remarquer que les monstres sont vulnérables au feu et demande d'en allumer un. Marin a une idée, mais Dahlia essaie de l'arrêter immédiatement. Marin embrase la grotte avec ses flammes. Mais Dahlia la gronde en lui disant de s'entraîner au moins à sa magie si elle compte l'utiliser la prochaine fois. Ensuite, Ron prépare une soupe boueuse faite à partir du monstre. Marin et Dahlia l'avertissent d'être prudents car elles ne savent pas si c'est toxique. Ron est surpris que la nourriture n'ait pas l'odeur de la terre. Il pense donc qu'elle n'en a pas le goût non plus. Cependant, il est dégoûté. En décrivant le goût comme celui de l'argile. Il décide de manger le reste du repas de harpie qu'il avait préparé auparavant. Soudain, Marin le remercie formellement d'avoir sauvé sa famille. Et promet d'économiser de l'argent pour le rembourser.
Il lui dit qu'il n'est pas nécessaire de le rembourser car elle doit nourrir ses frères. Jusqu'à ce que Dahlia lui demande soudainement comment il a réussi à obtenir autant d'argent. Ron révèle qu'il a vendu un souvenir d'un vieil ami, laissant Marin sans voix. Elle serre le poing et demande pourquoi il a dû vendre un objet aussi important. Ron la rassure en lui disant que ce n'est pas grave, notant qu'ils sont maintenant ses amis et qu'elle peut le rembourser en accomplissant des quêtes ensemble en tant que groupe. Marin n'en revient pas de sa générosité, tandis que Dahlia remarque que c'est agréable de l'avoir comme chef. Le moral de Marin remonte et elle promet de prendre soin d'eux. Jusqu'à ce qu'elle se souvienne soudainement que Dahlia a accordé une bénédiction à Ron. Et demande s'ils se connaissaient d'avant. Il répond que ça ne fait pas beaucoup plus longtemps qu'il connaît Marin et note que la bénédiction était le prix à payer pour un contrat, ce qui pique la curiosité de Marin. Et demande à Ron pourquoi il porte toujours un casque. Il répond qu'il a ses propres raisons. Alors que Marin devient curieuse et veut le lui enlever, Dahlia suppose que Ron cache une énorme cicatrice et rappelle à Marin de ne pas être trop indiscrète. Cependant, l'elfe rappelle à Ron de s'ouvrir un tout petit peu au cas où quelqu'un voudrait apprendre à mieux le connaître. Le laissant sans voix, soudain quelque chose attire son attention, une énorme explosion s'ensuit, choquant Dahlia et Marin. Une queue de cristal apparaît soudainement, mais une flèche lui transperce l'œil tandis que Marin lui porte le coup de grâce, sans hésitation, elle demande si Ron va bien. Mais le visage de Dahlia se remplit de stupeur après qu'elle l'a examiné, il s'avère qu'il y a des éclats de cristal dans les yeux de Ron suite à l'explosion, il précise que sa vision est intacte. Et il minimise ses blessures, mais ses coéquipières pensent le contraire. Marin, inquiète, lui demande d'enlever son casque pour qu'elle puisse soigner ses blessures. Et si ses yeux sont blessés, elles doivent retourner au temple immédiatement, soudain un souvenir le frappe. Montrant ses anciens coéquipiers fuyant, terrifiés, après avoir vu ce qu'il pensait être un monstre. Ron hurle et ordonne à Dahlia et Marin de ne pas le toucher. Stupéfiant les deux jeunes femmes, car il ne veut vraiment pas qu'elles voient son visage, Ron enfouit son visage dans ses mains comme s'il était en plein cauchemar. Et leur dit d'arrêter et de ne pas regarder, Dahlia essaie de le calmer et explique qu'elles doivent examiner correctement sa blessure avant de pouvoir la soigner, Ron finit par se ressaisir. Et les rassure en disant que ce n'est qu'une égratignure et que sa vue est normale, Dahlia est stupéfaite quand Ron leur rappelle son niveau. Et le compare à la queue de cristal qui n'est que de niveau 30, il répète qu'il va bien et suggère qu'il continue la mission de subjugation. Les filles se regardent en silence. Puis Marin entreprend de le soigner et les deux respectent son souhait, les filles s'excusent. Et Ron fait de même après leur avoir crié dessus, le groupe retourne enfin à la guilde après avoir terminé leur quête de subjugation. La réceptionniste remarque une gêne entre eux et demande s'il s'est passé quelque chose. Tandis que Marin essaie d'agir normalement, soudain, elle prend à nouveau des nouvelles de Ron et lui demande s'il ne va vraiment pas au temple. Dahlia suggère qu'il se repose tout en gardant un œil sur l'état de Ron. Soudain, un aventurier se précipite à l'entrée et crie à l'urgence. Jusqu'à ce que quelqu'un s'approche et demande ce qui ne va pas, elle rapporte qu'un nouveau donjon de type ouvert a été confirmé à la frontière d'Adorama. Révélant qu'il s'appelle le Jardin Fleuri des Dryades. Cela attire l'attention de Ron, tandis que Marin suggère qu'il retourne d'abord à l'auberge, car la guilde s'en occupera. Cependant, Ron insiste pour qu'il participe à la subjugation. Ce qui choque Dahlia et Marin. Il confirme et avoue qu'il a une idée en tête. Pendant ce temps, dans la forêt dense d'Adorama, Ankorman, le premier héros, rassemble les groupes. Convoqués par la guilde pour un briefing. Les aventuriers racontent que la première personne à avoir trouvé le donjon s'est fait méchamment rosser par le boss. Pendant ce temps, Ron remarque que les dryades sont des monstres de type plante. Se demandant s'il peut en faire une bonne salade ou des conserves. Dahlia et Marin demandent à Ron de rester discret sur ses habitudes alimentaires en présence des autres groupes. Sinon leur réputation sera ruinée. Ron, tout excité, dit à Dahlia qu'il peut enfin lui préparer un plat, puisque les elfes sont végétariens, mais celui-ci refuse instantanément son offre. Les aventuriers apprennent qu'il y a un total de 2 boss confirmés dans le donjon. Ce qui leur complique la tâche vu leur nombre actuel. Cependant, Ankorman, le premier héros, leur dit de ne pas s'inquiéter, car avec lui, la subjugation sera une opération sans risque. Dahlia remarque que Ron ne connaît pas les héros et n'en revient pas d'être mieux informé que lui, alors que ce dernier a grandi dans la forêt. Il explique que « héros » est un terme collectif pour ceux qui détiennent ce titre, et que les gens les traitent avec le plus grand respect. Cependant, certains sont terrifiés par l'apparition d'un héros.
révélant que cela annonce la résurrection du roi de tous les monstres. Le roi démon, le moment venu. Les héros qui s'opposeront au roi démon seront utiles, c'est pourquoi ils reçoivent toujours un traitement de faveur de la part des nations et des guildes, grâce à la compétence d'évaluation. On découvre qu'Encore Man est un guerrier de niveau 75 avec des statistiques de premier ordre. Il est également montré qu'il possède de nombreux titres de « conquérant » pour avoir été le premier à terminer des donjons. Ron raconte qu'il a vu un héros une fois, il y a longtemps, tandis que Dahlia fait remarquer que ce n'est pas surprenant, car sur les 5 héros découverts jusqu'à présent, le deuxième a été tué et le 4e héros a été éliminé par un monstre. Il n'en reste donc que 3. L'attention de Ron est soudainement détournée, voyant une horde de monstres qui s'apprête à attaquer. Les aventuriers les retiennent pour qu'ils n'atteignent pas l'unité principale, ce qui incite Dahlia à se préparer et à tirer avec précision. Marin se joint au combat et tue les monstres à coups de poing. Tandis que Ron démontre son talent d'épéiste en taillant la horde en pièces, les aventuriers sont stupéfaits par son groupe et pensaient au début qu'ils n'étaient pas fiables après avoir entendu le nom de leur équipe. Marin surprend la conversation des aventuriers, fier que leur nom se répande, mais Dahlia lui dit que ce n'est pas un compliment. L'elfe explique que le héros et le groupe de Rambé vont s'occuper des 2 boss, l'un après l'autre, tandis que leur rôle est de bloquer les autres monstres qui s'approchent d'eux. Finalement, l'une des dryades apparaît. Mais le groupe de Rambé a déjà du mal à tenir tête au boss, ils essaient de le garder occupé. Jusqu'à ce que l'homme encre batte l'autre dryade, il charge en avant et esquive sans effort l'attaque de la dryade, se demandant s'il devrait achever le monstre sur le champ. Le boss n'a pas le temps de réagir. Quand l'homme encre découpe le monstre en morceaux en un éclair, les aventuriers sont stupéfaits par la performance du héros après qu'il ait vaincu le boss tout seul. Pendant que l'homme encre sourit en faisant preuve d'humilité. Soudain, l'autre dryade pleure la perte de son semblable. En poussant un cri guttural, l'aventurier est dérangé par le comportement du monstre. Mais l'autre s'en moque et espère que le héros achèvera le boss restant. La terre se fissure soudainement alors que la dryade invoque des racines tout en continuant de crier. Les aventuriers sont ligotés par les racines et incapables de se libérer, ce qui fait paniquer Ron car il réalise que le donjon ouvert a plusieurs boss et en tire finalement sa conclusion. Il comprend qu'il doit vaincre les 2 boss simultanément, Tyrone, maîtresse du jardin enragée, est profondément attristée par la perte de sa compagne. Dahlia demande à Ron ce qui se passe avec le monstre, mais il l'avertit de ne pas s'approcher trop près du boss de haut niveau. L'homme encre ordonne à tout le monde de battre en retraite car le monstre est de niveau 70. Et qu'il est hors de leur portée. Il essaie de leur faire gagner du temps pendant que les autres se replient, cependant les aventuriers sont attrapés par les lianes et demandent de l'aide en silence. L'homme encre se plaint que les bas niveaux sont une vraie plaie. Il est révélé qu'il avait déjà rencontré la guilde des voleurs auparavant pour recueillir des informations, ce qui incluait la stratégie pour tuer les boss en même temps. Il a menti et ne leur a donné qu'une information partielle, tout en leur reprochant de lui avoir fait confiance aveuglément. Il se prépare enfin à passer à l'action et à apporter le coup de grâce. Tel un vrai héros. Soudain, il est affecté par la malédiction du monstre, qui l'empêche d'utiliser ses compétences ou ses arts de l'arme pendant 10 minutes. L'aura sinistre du monstre plane dans l'atmosphère. Pendant que l'homme encre panique, car ces informations ne mentionnaient pas la compétence de malédiction. Le monstre le traîne avec sa liane et le projette au sol. Sa frustration est palpable alors qu'il prévoit de couper la liane pour se libérer. Cependant, le monstre ne lui en laisse aucune chance et le projette à nouveau violemment. L'homme encre perd presque connaissance. Pendant que les aventuriers continuent de battre en retraite après avoir vu que le héros est à terre. Et qualifie la stratégie d'échec. Ron remarque que les pertes seront massives si la situation perdure. Le monstre se lance à la poursuite des aventuriers. Pendant que Ron se demande combien de temps il doit encore se retenir en utilisant son art de l'épée. Pensant qu'un niveau modéré devrait suffire, en un éclair, Ron s'interpose entre le monstre et les aventuriers. Et assène un coup puissant qui tranche le monstre en 2. L'aventurier est abasourdi de le voir vaincre un boss de niveau 70 avec une telle facilité. Ron ne s'attendait pas à un effet de zone, son intention n'était pas de rendre l'attaque si spectaculaire. Un système apparaît soudainement devant lui, révélant qu'il vient d'acquérir le titre de conquérant du jardin des dryades. Dahlia et Marin se précipitent soudainement pour voir comment va Ron, affichant un regard fier pour leurs collègues. Les autres aventuriers s'approchent de Ron et le remercient de les avoir sauvés, tandis que les louanges continuent.
Soudain l'un d'eux réalise que Ron est celui des rumeurs qui mange des monstres et se demande s'il n'est pas dangereux. Dahlia et Marin n'aiment pas le ton de leur voix. Ce qui les incite à leur reprocher leur impolitesse alors que Ron vient de leur sauver la vie, les filles leur ordonnent de ficher le camp avant que les choses ne tournent mal. Pendant ce temps dans l'autre coin les aventuriers aident le héros à se relever. Mais le héros est furieux contre Ron pour lui avoir volé son titre de conquérant de donjon, il regarde Ron et promet de ne pas oublier cette humiliation. De retour à l'auberge, Ron se met au travail sur la table, notant que les entrailles sont enfin sorties, il décrit qu'elles sont crues, mélisses et brillantes. Il note qu'ils ont eu de la chance de tomber sur une fourmi sur le chemin du retour, curieux de savoir quel goût auraient les châtaignes récoltées sur elles, d'abord il pèle la coque extérieure dure. Puis il retire la fine peau intérieure à la main, ensuite il les précuit dans de l'eau chaude jusqu'à ce qu'elles soient à moitié cuites, il suggère de les retirer tôt. Pour qu'elles ne deviennent pas pâteuses pendant qu'elles bouillent, il mélange de l'eau et du sucre dans une autre casserole. Ron le fait réduire à feu vif pour faire du sirop jusqu'à ce qu'il soit satisfait de son apparence. Il les fait ensuite mijoter et les enrobe uniformément en arrosant le sirop dessus, une fois que le plat a l'air bon il est temps de fermer le couvercle, la sauce s'imprègne dans les châtaignes. Pendant qu'elles refroidissent il les laisse donc refroidir complètement, attendant qu'elles refroidissent lentement dans la casserole, il répète le processus 3 fois. Avant d'atteindre enfin la dernière étape le plat est finalement terminé, tandis qu'il admire l'enrobage de sucre brillant et sa forme parfaite de la taille d'une bouchée, il se demande alors quel goût aura le fruit d'un monstre. Alors qu'il prend la première bouchée il n'en croit pas ses papilles. Les couches de sirop ont scellé la douceur de la châtaigne. Créant une saveur riche et profonde, la châtaigne a absorbé le sirop et mijoté jusqu'à devenir tendre et moelleuse, il le décrit comme un goût émouvant, digne d'un plat de haute gastronomie. Et il ne peut pas manger quelque chose d'aussi bon tout seul, Ron va voir Dahlia qui s'interroge sur le bruit qu'il a entendu. Et réalise que Ron est encore en train de manger des monstres, ce dernier explique que c'est un fruit à coque. Donc même les végétariens peuvent en manger, mais Dahlia explique que ce n'est pas le cas et demande pour Marin à la place, il s'avère qu'elle n'aime pas les sucreries. Et ses frères et sœurs dorment déjà donc il ne peut pas leur en donner, Ron demande si Dahlia ne veut vraiment pas en manger mais il recule avec dégoût. L'elfe finit par céder puisque Ron le supplie. Après avoir pris sa première bouchée les yeux de Dahlia s'écarquillent de surprise, il n'arrive pas à croire que c'est le fruit d'un monstre tellement c'est doux et tendre. Tandis que le sirop aromatique s'accorde parfaitement avec la texture moelleuse, Ron demande si c'est bon. Mais Dahlia est trop gênée pour l'admettre, il finit par dire que c'est plein de la riche saveur de l'automne et demande comment s'appelle le plat, que Ron nomme d'après lui-même. Dahlia n'en revient pas qu'il ait donné son propre nom à une collation. Mais Ron explique que c'est l'inverse, puis il fait remarquer que l'elfe aime les sucreries. Il explique que son maître lui a appris à réprimer son appétit. Mais ne nie pas avoir un faible pour le sucre, Ron décrit son maître comme étant strict mais Dahlia explique qu'elle est juste une personne sérieuse. Dahlia révèle qu'elle est toujours la capitaine de la garde dans la forêt de sa ville natale. Révélant que son nom est Rose. Soudain Ron attrape la main de Dahlia. Jusqu'à ce qu'il commence à la décrire comme ayant les cheveux roses, une utilisatrice de lance et l'attribut de l'eau. Alors que Dahlia est choquée qu'il sache tout cela, Ron lui demande immédiatement de se rendre dans sa ville natale. Pour le lendemain, ce qui implique qu'il connaît son maître. Le jour suivant, Rose est choquée de voir Ron. Elle reconnaît sa carrure et sa voix mais se demande pourquoi il ne ressemble pas à un vieil homme. Après 100 ans, Ron lui rappelle qu'il avait environ 15 ans lors de leur première rencontre, révélant que son meilleur ami magicien était le plus jeune de la tour de la magie, Ezek, qui adorait les madeleines mais ne supportait pas celles qu'elle cuisinait. Il lui rappelle aussi qu'elle avait une montagne de lettres d'admirateurs de la part de mercenaires, et Rose l'arrête alors qu'il prouve son identité. Jusqu'à ce qu'elle marque une pause. Elle note silencieusement son ton innocent qui contraste avec son allure tranquille, mais elle n'arrive toujours pas à croire comment c'est possible. Ron révèle qu'il a ses raisons. Pendant que Rose lui demande de montrer sa main, elle trouve étrange qu'il n'ait pas du tout changé alors qu'elle a vécu toutes ces années. Elle demande si Carlo est toujours en vie et jeune comme lui, mais Ron répond qu'il est déjà mort. Elle marque une pause d'une seconde pendant que Ron continue en disant qu'il est le seul survivant. Rose comprend sa situation, car cela fait 100 ans et il est impossible que des humains soient encore en vie. Elle suppose qu'ils sont tous morts. Mais Ron prononce doucement le nom de Rose. Il lui rappelle l'objet rare qu'il a obtenu. La dernière fois qu'ils ont formé leur groupe. L'objet venait de la reine araignée Regina Aranea, et c'était le livre de compétences arachnophobie. Rose se souvient de l'objet, car elle était la seule experte à l'avoir identifié pour lui.
Ron serre le poing et révèle que c'est grâce à cet objet qu'il est encore en vie. Et la raison pour laquelle il a abandonné ses amis à la mort. Dans un flashback, une horde de monstres attaque Ron, mais il parvient à les contrer. Carlos, son coéquipier, demande ce que sont ces monstres. Alors qu'ils n'étaient venus que pour des gobelins. Leur chef leur a dit de se calmer. Et a ordonné à Ron de tenir la ligne de front. Il a bloqué avec succès les monstres avec son bouclier massif, tandis que l'archer se préparait à frapper et qu'une pluie de flèches s'abattait sur les monstres. Pendant que le chef faisait signe à Carlos, celui-ci a confirmé qu'il était prêt, puis il a déchaîné sa magie de feu. Le chef a demandé à Ron s'il avait déjà vu des gobelins. Comme ceux qu'ils affrontaient, mais il a dit qu'il n'en avait jamais vu. Leurs amis étaient en colère contre leurs clients de ne pas les avoir informés du danger de la quête, mais Damien, leur soigneur, leur a dit de rester positif, car il pourrait simplement demander une prime de risque plus tard. Carlos lui a répondu que ce n'était pas une blague et a insisté pour qu'il rapporte un cadavre comme preuve. Et pour signaler que les renseignements étaient erronés. Soudain, quelqu'un a fait remarquer la cruauté de la scène, ce qui a choqué Carlos. Une femme encapuchonnée est arrivée. Et a exprimé sa déception d'avoir passé des siècles à créer les monstres. Ils lui ont demandé qui elle était, car la zone était restreinte pour une mission de soumission. Le chef a appelé Ron. Et il s'est immédiatement mis en position pour protéger son groupe. Le chef a révélé qu'ils étaient des aventuriers officiels en mission et que la forêt était interdite d'accès. Il lui a donc demandé de s'identifier. La femme les a reconnus comme les humains qui avaient détruit ces sujets d'expérimentation. Les aventuriers ont reculé en réalisant que cette femme était bien au-dessus de leur niveau. La femme a partagé qu'elle était au milieu d'un rituel sacré, se plaignant de leur audace à l'interrompre, tandis que le dragon d'or se révélait dans sa forme écailleuse. Ron a senti que quelque chose clochait. Il a donc décidé d'utiliser l'expertise, mais tout était masqué sauf sa race, qui était un dragon. Il a attiré l'attention du monstre. Et projeta immédiatement Ron dans les airs. La chef fut abasourdie après qu'il se soit écrasé au sol, le laissant inconscient. La dragonne d'or reprocha à Ron son impolitesse. Et décida de tous les utiliser comme sacrifices spéciaux pour son rituel. La chef alerta tout le monde de se mettre en position de combat et demanda à Damien de soigner Ron. La dragonne d'or réalisa qu'elle ne s'était pas présentée parce qu'elle était pressée, alors elle révéla son identité. Le summum de l'intellect draconique. Les aventuriers paniquèrent tout en essayant de rester concentrés sur elle. Puisqu'elle était imprévisible, Carlos nota qu'elle avait mis Ron hors de combat en un seul coup, pensant qu'il devait s'échapper. Il décida donc de l'aveugler avec sa magie en premier. Soudain, un objet tranchant lui transperça l'estomac en un éclair. Mais la dragonne se moqua de lui pour avoir utilisé la magie. L'archère concentra immédiatement sa visée mais elle fut aussi éliminée sur le champ. La chef ne pouvait ni voir ni entendre les mouvements de la dragonne. Choquée par la force de leur adversaire, elle perdait espoir et ne savait que faire. Heureusement que son équipe tenait encore à peine le coup. Elle comptait sur le soin de zone de Damien pour sauver tout le monde. Mais elle devait gagner du temps pendant qu'il soignait Ron. La chef demanda ce qu'une dragonne comme elle faisait dans une telle forêt. Jusqu'à ce que la dragonne révèle vouloir la résurrection du roi démon. En tant que détentrice de toute sagesse, elle avait eu une révélation. Elle prévoyait de purifier le monde du fléau connu sous le nom d'humanité et qu'il devait être anéanti. Cependant, quelqu'un l'avait réalisé avant elle. Un être qui avait dédié sa vie à combattre l'humanité, qui n'était autre, révéla-t-elle, que le roi démon. La dragonne révéla qu'elle préparait un rituel sacré pour sa résurrection afin d'exaucer son désir de vengeance. Jusqu'à ce que le roi démon lui vole son cœur au passage et elle prévoyait d'être sa reine à son retour. Elle était fière d'elle-même d'être tombée amoureuse du roi démon. Se proclamant Salvatore, la dragonne folle d'amour. Damien nota qu'elle avait totalement perdu la tête. Mais ces divagations leur firent gagner du temps. La préparation de son soin de zone était presque terminée. Et une fois activé, il allait attraper tout le monde pour s'enfuir. Cependant, la dragonne se moqua d'eux. Et révéla qu'elle comptait les utiliser comme nouveaux sujets de test pendant qu'elle tuait Damien et les autres. Ron admit qu'ils ne pouvaient pas gagner un combat frontal et qu'ils allaient se faire anéantir. Cependant, s'il utilisait la technique qu'il gardait en réserve, il pourrait peut-être créer une ouverture. N'ayant plus d'autre choix, il déchaîna le pouvoir de l'arachnophobie.
puis le malus d'assimilation s'activa.